que le netlinking aura dans le futur encore cette puissance entre guillemets. Les sites qui rentrent le mieux en général, c'est des sites qui ont une certaine autorité et qui ont énormément de liens. Plein de fois, ça t'arrive de miser sur un partenaire et le truc 1 an après ou 6 mois après, il ferme boutique ou il te met des commissions ridicules. C'est des énormes rats SEO, comme on dit. Les niches où il y a une addiction, ça c'est des niches qui marchent extrêmement bien. Mais là où c'est vraiment intéressant avec YouTube, c'est que tu crées ta chaîne, tu peux te spécialiser, tu peux ranker très très rapidement. Autant bien faire les choses sur peu que d'être moyen partout. Même quand tout va bien, faut pas se dire que ok, je me relâche, j'arrête de bosser, parce que c'est à ce moment-là justement que ça peut mal se passer. Enfin, j'ai un site en tête sur lequel j'avais beaucoup bossé. Je faisais, je crois, dans les 30 000 par mois, et t'arrives un matin et terminé quoi. Et là t'es un peu en mode bon bah. T'es un peu choc-barre. Ouais. T'es un peu choc-barre, ouais. La fête est finie, comme on dit. Dans l'épisode du Wizards Podcast d'aujourd'hui, je me retrouve comme d'habitude avec Franck et Anthony, et on a un invité, Maximilien Labadie, avec nous. Je vais commencer cet épisode avec une petite présentation de Max, et une fois que ça sera fait, on laissera éventuellement Max compléter. Maximilien, il fait de l'affiliation depuis plus de 10 ans maintenant. Il a même commencé avant nous, puisque toi, Max, tu as commencé, donc tu as démarré en 2009 pendant tes études, où tu te formes en autodidacte au SEO et au web marketing au sens large. Tu deviens indépendant financièrement dès 2011 grâce à tes premiers sites de niche. Tu crées le blog Web and SEO en 2012, devenu aujourd'hui une référence dans le monde francophone. Tu partages tes réussites, tes méthodes via des articles de blog, via une newsletter et via ton compte X. Tu es fondateur également de l'agence de netlinking SEO Pepper. Donc ça, tu l'as fondé en 2020 avec plus de 900 sites partenaires. Tu gères aujourd'hui 80 sites de niche, et on le disait en off, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est déjà incroyable de gérer autant de sites de niche en 2025 dans des thématiques très variées. Tu es du coup un spécialiste du netlinking et de la monétisation par l'affiliation au travers d'affis Amazon, de services, d'outils SaaS, etc. Tu es très actif sur Twitter, /X. On mettra évidemment un lien en description pour que les gens aillent te suivre là-bas. Tu es toujours en veille, tu adoptes rapidement les nouvelles tendances, par exemple l'IA générative, et on aura l'occasion d'en parler. Tu es expatrié en Thaïlande depuis un moment maintenant. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter un petit peu aussi ensemble au sein de ce podcast. Et tu es reconnu aujourd'hui pour ton approche pragmatique, long terme et transparente dans l'univers de l'affiliation. On est ravis de te recevoir aujourd'hui, Max. Sois le bienvenu dans le Wizards Podcast. Merci beaucoup Arthur pour cette super présentation, et ça fait super plaisir de vous rejoindre pour un épisode. Je vous avoue que ça fait un moment que je vous suis, et j'ai l'impression de vous connaître de longue date. Trop bien, c'est rigolo, t'es pas le premier qui nous dit ça là récemment, il y a pas mal de monde qui nous font ce retour, mais en tout cas c'est très chouette. On est très content de t'avoir aussi. Tu fais un petit peu partie des meubles, on va dire, dans le monde de l'affiliation en francophonie, parce que on l'a vu au sein de cette présentation, mais t'es là vraiment depuis longtemps. La première question, je pense qu'on va te poser, c'est comment tu es tombé dans l'affiliation en 2009? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es formé de manière autodidacte au SEO, au web marketing? Comment t'en es arrivé là? En fait, c'est un petit peu par hasard. À la base, je cherchais un complément de revenu quand j'étais étudiant. Je savais qu'on pouvait gagner de l'argent sur internet, et comme j'ai commencé avec AdSense, c'était vraiment la simplicité. Donc j'ai commencé à apprendre à créer mes propres sites. À la base, c'était vraiment donc HTML, CSS. J'essayais de faire des sites c'était un petit peu au hasard au début, et ensuite, j'ai appris justement le SEO. Parce que c'était super important pour pouvoir rendre mes sites visibles, et donc AdSense, ça a commencé à bien marcher. J'ai commencé à faire, voilà, 1 000 € par mois, donc je voyais que c'était ça ce que je voulais faire, par la suite. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait d'autres opportunités super intéressantes avec l'affiliation. Forcément, l'affiliation, c'était la suite logique, après AdSense. AdSense, c'est bien, mais c'est pas ce qui va te générer, heu, des milliers et des milliers d'euros, forcément, enfin, à Sauf moins si de tu fais du discover. On en ouais, voilà. reparlera peut-être après. Ouais. Ok. Voilà. À l'époque, c'était pas, on va dire que c'était pas aussi, ouais, il y avait pas de mais il y avait des opportunités bien sûr, mais c'était pas si facile, Ouais. et donc voilà, je me suis mis sur l'affiliation. J'ai vu qu'il était très facile de ranker en faisant des sites de niche, en faisant quelques liens, tu pouvais ranker super facilement avec des EMD, et après voilà, après ça s'est fait tout seul.
Ok. Moi, j'ai une petite question. Mais comment tu fais pour être là depuis aussi longtemps? Et je pense que on en a parlé plein de fois dans le podcast. Tu sais, on a un peu cette histoire du pattern qui fait que tes sites, ils coulent au bout de 4 ans et tout. Est-ce que toi, tu as juste, depuis toujours, tu te dis: «Allez, vas-y, je renouvelle mon parc de sites, en permanence». Est-ce que tu as des trucs qui tiennent depuis genre 10 ans qui sont là? Et d'ailleurs, Web SEO, au final, tient depuis 10 ans, tu vois? Est-ce que tu as eu un peu des hauts et des bas ou est-ce que, c'est assez stable, linéaire, montant, gentiment? Alors en fait, il y a c'est une très, très bonne question. Je pense qu'il y a de tout en fait. J'ai beaucoup de projets qui ont une tendance à avoir une tendance baissière. Moi, j'ai tendance à tout garder tant que ça génère des revenus. Voilà, on l'a dit au début, j'ai un parc d'à peu près 80 sites de niche, mais la grande majorité, en fait, j'y touche pas. Ça végète et ça fait des revenus tout seul. Et s'il y a un truc qui est vraiment, au ras les pâquerettes, après ça, je ferme boutique. Mais sinon, il y a des projets qui continuent d'évoluer dans le bon sens et en général, c'est ceux sur lesquels je bosse. Mmh. Hem voilà, ça ouais, c'est important de développer forcément ces sites-là, voilà, de plein de façons et encore plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut être vraiment, présent sur tous les plans. Il faut pas dépendre à 100 de Google non plus comme un projet comme Web SEO, c'est très important de développer tout ce qu'il y a autour. Parce que si Web SEO, c'était seulement, un simple site d'information, je pense qu'il n'en serait pas aujourd'hui, s'il y avait pas tous les réseaux qui vont autour, s'il y avait pas, voilà, la personnalité Maximilien Labadie qui est rattachée au site et cetera et cetera. OK. Mais nous, on est 100 d'accord, hein. C'est, un peu ce qu'on explique souvent dans les podcasts, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas pour un projet de l'ampleur de Web and SEO, tu es obligé, je trouve, d'être, aussi, présent globalement. Après, si tu avais un comparateur de tronçonneuse, bon, tu t'en fous un peu, tu vois? Mais et encore, parce qu'au final, c'est comme ça que ça déclenche un peu le pattern, de la mort du site, sans doute. Mais bon, aller taper des réseaux sociaux sur les tronçonneuses, c'est rarement fun, hein. Ah, c'est ça. J'imagine, j'ai vu en préparant un petit peu du coup la présentation que j'ai fait au départ, qu'il y avait un moment, et c'est tout à fait naturel, où tu gérais encore plus de sites que ce que tu n'en gères aujourd'hui. J'imagine que l'évolution du marché, l'évolution du savoir-faire et de ce qu'il est nécessaire de faire aujourd'hui pour maintenir un site de niche en vie, et par site de niche, j'entends site d'affiliation pour les gens qui comprendront pas nécessairement ce terme-là. À quel moment est-ce que tu as décidé de faire le pont et de te dire: «Bon, je vais un petit peu plus me mettre en avant aujourd'hui, en tant que Maximilien Labadie»? Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait dès le départ, par exemple sur Web SEO, ou c'est quelque chose qui est arrivé progressivement, ou tu as cherché à créer une personal brand par la suite, et cetera? C'est quoi ton parcours de ce côté-là? Alors pour Web SEO, c'était dès le début, en fait. Pour moi, c'était assez naturel, comme c'était, OK. vraiment tous mes partages, c'était mon expérience, c'était vraiment des tips, ou des trucs que j'apprenais que je voulais repartager. Donc c'était logique que je partage du coup, avec mon identité directement et je pense que ça fait une grosse différence. C'est vrai que les gens, ils vont plus s'identifier à une personne qui leur parle directement, qui leur parle, naturellement aussi, plutôt que, d'avoir un contenu vraiment, lambda, hem, sans saveur et on ne sait pas qui c'est qui est derrière. Donc, ça, c'était logique et je pense qu'aujourd'hui pour les sites d'affiliation, je ne vais pas le faire avec ma personnalité directement, mais c'est important d'avoir des personas, d'avoir une ligne, éditoriale, d'essayer de créer des réseaux aussi autour de son site, de faire vivre le truc et c'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, partir de rien, et de se limiter seulement à un site assez basique, c'est assez compliqué. Sauf si tu fais du black hat, que tu fais des sites en masse, bon, c'est encore une autre stratégie. Mais si tu fais les trucs proprement avec une vision long terme, faut, ouais. Trop bien. Et là, tu parles de personas sur les sites d'affiliation. C'est rigolo parce que là, en ce moment, je suis en train vraiment de me questionner sur est-ce qu'on peut de toute pièce réellement créer un persona avec l'intelligence artificielle et faire les choses bien? Est-ce que c'est des questions que tu t'es déjà posées typiquement je vais donner un exemple très concret. Et d'ailleurs, moi, j'ai un de nos potes en commun avec Franck et Anto, qui est en train de lancer un très gros bise en affi, et qui derrière est en train de mettre un persona IA féminin juste en voix off, et le résultat est incroyable et il a des super résultats et ça vient très très vite pour lui.
Est-ce que c'est des questions, quand tu parles de persona, où tu tentes aujourd'hui d'aller aussi loin que ça pour, par exemple, créer des chaînes YouTube animées par un persona qui est autre que Maximilien Labadie, ou alors c'est un persona sur le site et c'est déjà pas mal? Pour le moment, c'est un personnage sur le site, mais l'objectif à terme, c'est de faire, pour le reste. Voilà, de Mmh. pouvoir faire des vidéos avec, voilà, avec une personne, avec une voix. Quand on voit ce qui est possible de faire aujourd'hui, on peut faire des choses hyper réalistes, hyper qualitatives. On peut faire des scripts vraiment sur mesure, des vidéos, autant pour YouTube que pour TikTok ou d'autres réseaux. Donc, à mon avis, c'est ça qui va faire la différence après sur le long terme. Carrément. Tu Je des réseaux de cœur, parce que justement là, tu parles un petit peu de YouTube, TikTok, je suppose que tu as testé d'autres trucs. T'as des t Pour toi, par exemple, nous, par exemple, c'est YouTube pour nous, c'est, au-dessus de tout, tu vois? Mais peut-être que toi, tu as un point de vue, différent là-dessus? Non, je pense que YouTube, ça reste le numéro 2 en fait. C'est vraiment ce qu'il y OK. a de plus intéressant. Il y a énormément de gens qui utilisent YouTube comme moteur de recherche. Les vidéos YouTube ressortent de plus en plus seules ou même ça peut sortir sur les autres moteurs IA de toute façon. Donc, je pense que c'est ça qui est la priorité. Après, c'est générique parce que ça va dépendre ensuite des thématiques, ça va dépendre de plein de facteurs. Mais pour moi, de manière générale, YouTube, c'est le numéro 2 et ça vaut vraiment le coup de développer ça, ouais. Le numéro 1 étant Google, j'imagine, pour toi? OK. Top. Anto, est-ce que tu as une petite Ouais, une pour petite continuer? question, bon, t'étais par tu pars avant, tu serais plus parti sur une strat full petit site, mais est-ce que maintenant tu partirais sur un ou 2 gros sites ou tu partirais quand même sur plusieurs petits sites? Tu vois? Si tu devrais refaire ta strat, C'est une très bonne. Je pense que je ferais un mix des 2, ça dépendrait encore je dirais des niches, de la compétitivité, du potentiel des niches. Si une petite niche, disons, est amplement suffisante pour faire des revenus intéressantes, si je vois que c'est facile d'accès, je peux commencer par ça et ce que je peux faire aussi, je peux commencer en très niché. Je vais y apprendre un nom de domaine, pas forcément en EMD exact, mais un nom qui permettrait de faire évoluer le site et ensuite de l'ouvrir à d'autres, niches connexes très proches et faire développer aussi petit. Je pense que c'est une bonne stratégie pour, monter progressivement. Mais, voilà, il faut vraiment penser, déjà le projet dès le début et avoir cette vision long terme pour bien structurer le site et faire évoluer le truc, ouais. OK. Hem, Est-ce que par hasard, alors celle-là, c'est plus parce que je me suis dit: «Tiens, on a Max, il est dans le game de l'affiliation depuis des années, il a commencé il y a encore plus longtemps que nous». J'imagine que tu as expérimenté plein de niches, plein de thématiques, plein de trucs. Nous, des anecdotes, sur des coups bas qu'on a eus, souvent des coups bas de la part des concurrents. Bon, ça peut aller du site qui se fait blaster avec des encres, très, très border, sur l'adulte, enfin des trucs, pour pouvoir essayer d'amener une mauvaise réputation à ton site, slash d'avoir de l'impact négatif dans les SERP. Tu vois, ce genre de coup bas, c'est des petites anecdotes, je pense que les auditeurs, sont toujours friands d'avoir, ou même si c'est pas être friand, c'est juste par curiosité. Qu'est-ce qu'un affilié sur son temps de carrière a pu connaître d'assez compliqué? Est-ce que par hasard, tu aurais une anecdote de ce côté-là? Un truc, que ça soit avec un concurrent, ou ça peut être aussi avec, tu vois, Les une membres d'équipe? plateforme, les membres de ton équipe, où il y a un moment ça s'est mal passé pour X ou Y raison. Ça peut aussi être avec une plateforme d'affiliation, tu vois, le nombre de fois où on s'est pas fait payer sur des trucs, voilà, enfin c'est plus de ce côté-là pour avoir un peu les envers du décor du game de l'affiliation. Alors, déjà par rapport aux plateformes d'affiliation, ça c'est un truc récurrent en fait. Plein de fois ça t'arrive voilà, de miser sur un partenaire et le truc un an après ou 6 mois après, il ferme boutique ou il te met des commissions ridicules. Ça c'est le plus difficile. Après, situations difficiles avec des concurrents, ça m'est pas trop arrivé, plutôt sur des niches très concurrentielles. Ça a plus tendance à arriver, mais sur des niches en général, on est assez tranquille et ça passe bien, ouais. Et là, quand tu parles de niche, sans évidemment nous dévoiler tes niches précisément, mais un secteur, tu as un peu un secteur de cœur que tu aimes bien toi, parmi tes niches? Il y a une thématique, tu vois? Par exemple, Anto, c'est le dating, il en parle tout le temps, moi j'ai fait beaucoup de santé, Nutra, trucs comme ça. Arthur, toi, ça a été, un peu tout ce qui est autour de la formation, beaucoup.
et SaaS d'ailleurs. Et Mm. toi, tu as quelque chose qui te plaît plus qu'autre chose? Alors, j'ai eu l'occasion de toucher un petit peu à tout, depuis, le Ouais, début, j'imagine. mais mais aujourd'hui, mes focus principaux, ça reste vraiment web, marketing, produits SaaS, voilà, toutes ces choses-là, je pense que c'est ce qui me plaît le plus parce que c'est des revenus récurrents, des abonnements avec des bonnes commissions et voilà, grosso modo. Après, je touche encore pas mal de choses, mais j'y prête moins attention. Et par contre, ça te gonfle pas, parce que je sais que sur ces niches-là, tu sais, du coup, tu vas faire de l'affiliation, par exemple, pour des logiciels. Tu vois, par exemple, sur Web and SEO, tu as la quantité de partenaires avec qui tu dois bosser. Quand tu dois les facturer, tu gères Ah ça ouais. quoi? Tu fais une facture par année? Tu fais quoi? Parce que quand tu Heu, en plus, tu as des petits logiciels, tu dois avoir 100 balles dessus par an. Mais bon, quand tu cumules tout, bah, ça fait vite des sommes qui peuvent être, assez conséquentes. Ça pour moi, ça c'est un enfer et aujourd'hui, on fait les choses plus proprement. On a des beaux Excel avec tous les logs, tous les trucs, enfin on a tout qui est rentré mais et comment, tu vois, comment tu fais, Très bonne aujourd'hui question, pour ça. gérer Très tout bonne ça? question. C'est Parce un enfer. pour dire, quand on était à Malte, il y a des trucs, on les a jamais facturés parce que juste on savait plus se connecter. Enfin, on connaissait plus l'affiliate manager, enfin c'était l'enfer, quoi. alors en fait, ma réponse en fait, je sais pas si elle va vous plaire parce que moi, c'est vraiment un cas à part. Ma société, elle est basée à Hong Kong. Tout est hyper simple, j'ai pas besoin de faire Ah ouais. de facture ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est en fait, je fais des demandes de paiement un petit peu, au feeling, quoi. Je vois il y a des fonds sur la plateforme, je Ah, fais la une demande belle de vie. paiement et c'est tout, quoi. J'ai Ça, rien à on gérer, en aime, fait. la Ah ça, simplicité. la simplicité, Bah alors, ça ouais, moi, non, mais je vais aller un peu plus loin dans la question parce que, ok, c'est plus simple, il n'y a pas de facture. Mais moi, ce qui me casse les couilles, c'est au-delà de la facturation. C'est là, tu dis, il y a des sous sur une plateforme, je demande le paiement. Mais en fait, on le sait, il y a un moment où, enfin, tu vois, ta liste de partenaires, tu as 400 partenaires après parce que tu as s'ils fait payent en 400 auto, t'en articles. bats les couilles. S'ils payent en auto, ok. Mais si tu dois, Ouais. rien que de fait d'aller checker sur la plateforme, de te dire, ok, je me suis peut-être fait niquer, parce qu'il y a aussi ça, tu vois, il y a le facteur de, Mmh. bah là, qu'est-ce qui se passe, je me fais niquer. Donc, bon, d'aller checker les chiffres, d'aller tout checker et d'aller demander le truc. Est-ce que tu as des solutions pour ça, ou est-ce que bah, c'est la vie de l'affilié et c'est comme ça? Ouais, vous avez entièrement raison. Ça, c'est un petit peu la difficulté quand on a énormément de plateformes et de programmes d'affiliation. Avec Web SEO, on doit rapprocher peut-être les 400 programmes, 500 programmes. C'est une dinguerie, hein. Donc, je vous avoue, c'est un petit peu difficile à gérer. Le côté positif, c'est que la plupart, en fait, pour cet exemple-là de site, c'est que la plupart des partenaires sont sur des grosses plateformes qui centralisent tout. On a par exemple, Partnerstack, on a Impact, on a ShareSL. Ça, c'est les 3 plus grosses pour, ce genre d'outils, logiciels, tout ça. Et puis après, il y en a plein qui sont en mode aussi indépendant, qui ont un truc de leur côté. Ça, c'est un petit peu plus, compliqué à gérer. S'il y a la possibilité de demander paiement auto, je le fais. Et autrement, je fais un petit peu au feeling. Je vois c'est quoi mes contenus qui sont bien positionnés depuis longtemps. Voilà, est-ce qu'il y a des revenus qui sont rentrés ou pas? Et voilà, je suis un petit peu comme ça. C'est freestyle, hein, c'est pas, il y a pas de truc centralisé qui se met à jour automatiquement. Tu de l'argent qui dort quelque part, quoi. C'est obligé. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est inévitable. Ok, ouais, c'est intéressant. En tout cas, ça, c'est un vrai point de friction quand on commence à gérer pour tous ceux qui débutent en affiliation. Après, c'est un peu un problème de riche, hein, d'avoir beaucoup de partenaires et de plus savoir trop où est l'argent. Pour information, moi, j'ai 2 petits tips à donner là-dessus. J'en ai un où je compte sur Franck parce que je crois que notamment Rico, il passe par un outil. Tu te souviens le nom de C'est l'outil? Nifty. Nifty Stats. Si jamais, vous pourrez aller rechercher l'info et ça permet de centraliser, mais je crois qu'il faut être un poil technique pour pouvoir faire les connexions et tout. Peut-être que quand vous avez quelques C'est partenaires, au post-bac, en fait. ouais, ça permet de sauver un peu les meubles et d'avoir une vision un peu centralisée de ses gains, même quand on a beaucoup de plateformes. Donc ça, c'est la première piste. La deuxième, c'est si vous pluguez, par exemple, et je pense que c'est ce qu'on fait beaucoup, un compte PayPal d'entreprise sur vos plateformes d'affiliation diverses et variées, et vous avez des paiements automatiques. Moi, j'utilise et je recommande, et on l'utilise aussi sur la boîte des Wizards, et on vous la recommande, et vous trouverez un lien en description pour ça. Un outil qui est vraiment très cool et qui, moi, m'a changé la vie, parce que je suis complètement phobique administratif. Ça s'appelle Quaderno. C'est un outil de facturation. Et l'avantage, c'est que quand je reçois un paiement
PayPal, de manière automatique, il y a une facture qui est générée et envoyée au partenaire. Le partenaire, dans bien des cas, il en a rien à péter, mais la réalité, c'est que moi, la facture, elle est automatiquement générée, que c'est pas moi qui vais le faire. Oh là là, j'ai reçu 15 balles. Enfin, non, c'est fait automatiquement et je peux vous dire que c'est un gain de temps et de sérénité qui est énorme. Donc voilà, c'est un outil qu'on recommande vivement et c'était pour apporter quelques solutions. Et dernier truc, je pense que là-dessus, tu vois, apparemment, c'est pas ce que tu fais, Max, mais je pense qu'à partir du moment où j'ai un site qui vraiment se met à générer des commissions avec beaucoup, beaucoup de partenaires, c'est un truc que je déléguerai à une personne de confiance. C'est tellement horrible en réalité d'aller checker tout ça ne serait-ce que mensuellement, qu'il vaut mieux. Et c'est un peu ce qu'on faisait à Malte. On avait une grosse partie qui était déléguée dans le check de nos différentes plateformes et dans les demandes de facturation, même contacter les partenaires, on en est où? Parce que quand vous bossez notamment avec des gens qui font de la formation, peut-être des fois vous avez le suivi, peut-être des fois vous l'avez pas, mais la facture pour le coup ils l'envoient pas de manière, enfin ils vont pas vous donner des sous de manière automatique, donc faut penser à aller les voir. Et la réalité c'est que vous pensez pas aller les voir, et ben en fait vous avez peut-être 5-10 000 balles qui dorment chez le partenaire. Bah oui, c'est vrai. Et le vrai quotidien de l'affilié qui fait du volume, bien souvent, c'est ça, en fait. C'est dans ces problématiques-là. Et si vous pensez pas à facturer, juste, vous avez de l'argent qui vous passe sous le nez un peu en boucle. Je rebondis juste parce que vu que tu parlais de délégation, je suppose, Maximilien, que tu délègues beaucoup, non? Ouais, pas mal depuis quasiment 2013, je pense. J'ai commencé à vraiment déléguer, sérieusement, ouais. Tu as une grosse équipe? Alors aujourd'hui, je saurais pas te dire combien exactement, mais en gros, le noyau dur, aujourd'hui, on est moins, en fait. On est moins parce que, quand on faisait de la prestation de services en masse, on faisait beaucoup de sites, d'affiliation. Là, on était plus nombreux. Aujourd'hui, on est, peut-être, 5 et plus après, sans compter l'équipe, des rédacteurs, ceux qui doivent vérifier les contenus, tout ça et donc ça fait plus les assistants virtuels. On peut rajouter là une, douzaine de personnes. C'est Ok. pas mal, hein. OK, Mm, ouais, belle équipe, ouais. carrément. Aujourd'hui, tu vis. Alors moi, j'étais assez curieux si c'est enfin, sans parler de chiffres de manière spécifique, hein, bien sûr, on n'est pas, on va pas du tout te mettre le couteau sous la gorge par rapport à ça, mais je suis assez curieux d'avoir le pourcentage parce que tu t'es diversifié. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. SEO Paper, qui aujourd'hui est un gros pan de ton activité et dont on parlera un petit peu plus tard. À- Qu'est-ce que ça représente quoi aujourd'hui l'affiliation dans tes résultats? Parce qu'on parle d'SEO Paper, mais je crois que tu fais toujours un petit peu de formation aussi. Euh, Est-ce que c'est toujours, tu vois, c'est à peu près combien qu'on puisse avoir une idée dans tes résultats globaux? En fait, mon gros des revenus, ça provient du netlinking, hein, donc essentiellement, voilà, SEO Paper plus, plateforme de netlinking. Je dirais à peu près, ouais, 70 des revenus, ça vient de là. Ensuite, on a affiliation, AdSense, tout ce qui est pour les différents produits que j'ai pu créer et puis après, voilà. Ok. Super, donc c'est rigolo. Aujourd'hui, je pense que tu nous parleras, c'est peut-être l'occasion, autant le faire maintenant, mais que tu nous expliques un petit peu ce que vous faites avec SEO Paper, très concrètement. Et quand tu parles de plateforme de netlinking, on est d'accord que c'est de la vente de liens où tu inscris certains de tes sites sur des plateformes de vente de liens et derrière, tu récupères des revenus liés à ça. C'est tout à fait ça. Alors SEO Paper, en fait, c'est une agence, de netlinking où, nos clients, en fait, ils nous prennent, des abonnements et nous, on va faire tout pour aller trouver les meilleurs liens possibles, dans leur thématique et derrière, on va produire des contenus de qualité, voilà, bien optimisés pour le SEO, et du maillage. C'est vraiment un travail assez poussé. On va faire tout le travail, d'analyse aussi de leur côté, à moins qu'ils nous donnent des consignes vraiment spécifiques, mais on peut voir c'est quoi les pages les plus intéressantes, en termes voilà, de croissance, en termes de SEO, c'est quoi les pages intéressantes à pousser, c'est quoi la stratégie d'encre et cetera et hem et derrière, voilà, on va faire un travail très, très qualitatif pour, améliorer les positions et donc c'est un travail mois par mois. Donc tous les mois, le client, il reçoit, un rapport avec tous les liens qui Mmh. sont faits et on est toujours, voilà, ouvert pour échanger, pour ajuster la stratégie. On a également, un support au top avec Florian, qui échange régulièrement donc du coup avec nos clients, avec les prospects, voilà, pour les conseiller, pour répondre à leurs questions. Et SEO Paper, il y a aussi un pan qui est, type plateforme de netlinking, hein, où il y a beaucoup moins de spots qu'ailleurs.
mais ce sont des sites, qu'on sélectionne, un par un, en fait, on les vérifie un par un et on s'assure que ce soit des spots qui aient, des métriques SEO intéressantes, qui aient du trafic aussi, ça c'est impératif. Les sites qui ont pas de trafic, ils dégagent et voilà, idéalement des sites aussi qui sont thématiques, qui sont bien soignés, qui sont entretenus et c'est des partenaires de confiance. Voilà, aujourd'hui, on a une petite vingtaine de partenaires et on fait, voilà, avec les personnes avec qui on travaille. On a des accès à leur site et nous, ça nous permet d'intervenir rapidement pour faire les publications, pour pouvoir, voilà, gérer tout ça et pareil, on a une relation aussi proche avec, tous nos partenaires. Au passage, si t'es éditeur de site et que t'en as marre de galérer à trouver des backlinks de qualité, SEO Paper, le service de netlinking lancé par Maximilien, c'est clairement une pépite. C'est du netlinking premium, testé et validé par plein d'éditeurs sérieux dans la sphère SEO. Pas de spot cramé, pas de plateforme blindée de liens artificiels. Ici c'est propre, bien ciblé et surtout efficace. On tente de négocier un code promo avec Max et son équipe. Si on y arrive, tu trouveras toutes les infos le concernant en description. Retour au podcast. Ok. Ok. Je rebondis juste sur un truc parce que tu parlais de stratégie d'encre et c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément des masses des stratégies d'encre. Tu peux nous dire un petit peu, toi, comment tu gères les encres sur l'achat de liens, enfin, ou d'ailleurs dans tes stratégies de netlinking en général, niveau ancrage, est-ce que tu es toujours un peu à l'ancienne avec j'ai 5% d'encre optimisée, X% d'encre semi-opti et X% de branding ou cliquez ici, quoi? En fait, en fonction c'est un petit peu au cas par cas, en fait. Déjà par rapport au site existant, qu'est-ce qu'il a déjà fait jusqu'à présent? En fonction de la thématique aussi, hein. Il y a des thématiques où ça va être plus agressif, d'autres moins. Mais, de manière générale, on essaie d'avoir une stratégie qui est quand même, assez propre ou alors on évite de prendre des risques. On fait pas des encres exactes. On fait des encres semi-optimisées, donc on inclut naturellement le mot-clé dedans et ça va être un petit bout de phrase, voilà, ça c'est un truc qu'on fait, bien sûr naturellement et bien sûr aussi pas mal d'encres aussi, des optimisées, assez variées et donc du coup ça fait un profil, voilà, tout à fait naturel. Mais c'est vraiment adapté au cas par cas. Ouais. Après ça, je me suis toujours dit, alors là, c'est une réflexion, vous allez trouver ça bizarre, mais en fait, je me dis, c'est un peu des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire que quand tu as une SERP et que, par exemple, toi, tu es le premier à arriver sur la niche et que, je sais pas, tu es un peu un bourrin, tu vas, beaucoup ancrer. Du coup, les gens qui arrivent après et qui font l'analyse, ils vont dire: «Ah bah, sur cette SERP, du coup, je vais Tu devoir plus le droit beaucoup d'encre. ancrer». Ouais, c'est ça. Mais tu vois, je me suis sur les stratégies d'ancrage comme ça, je me suis toujours dit: «J'ai un peu du mal à comprendre le sens» parce que tout est défini par un peu les premiers qui sont arrivés au final. Et si eux, c'est des gros bourrins et qui ça se trouve, il y en a, ils comprennent même pas, ils se disent: «Vas-y, moi, je vais ancrer comme un» enfin, on m'a dit que ancrer égale ranking, du coup, ils y vont comme des bourrins. Enfin, tu vois? Et du coup, je me suis toujours dit que c'était un peu, compliqué et enfin, moi, pour dire, comment je fonctionne, comme ça, peut-être pour ceux qui se posent la question, derrière ma réflexion, c'est que moi, c'est extrêmement aléatoire, dans le sens où j'ai très rarement les mêmes encres pour une page. C'est-à-dire que limite, je suis à une strat où, mais parfois, c'est juste un S en plus, l'ordre des mots ou qu'importe, mais mes encres sont quasi toujours différentes et tu vois, je me dis, au final, je me casse pas trop la tête avec ça. Mais je sais que et parfois quand j'en parle, on me dit: «Ah oui, mais quand même, si tu veux mieux ranker, peut-être que tu pourrais un peu forcer sur l'encre opti parce que là, tu es complètement désoptimisé», tu vois? J'ai 1% de chaque encre, quoi. Donc voilà et au final, Par contre, la particularité, si je peux me permettre de préciser ce que tu es en train de dire, parce que je sais comment tu fonctionnes, c'est que toi, tu fais pas du tout d'encre générique. Donc tout ce qui est ouais, par encre contre, ouais. URL, c'est à la limite, je crois que tu peux Si, en j'en faire de ai, temps en temps. j'en ai. Par Mais des contre, cliquets ici et tout, j'en ai pas, moi. ouais, tout ce qui est générique, cliquez ici, ce site et tout, t'en fais pas. Et toi, ton argument, c'est vraiment, euh, même si c'est de la longue traîne ou je sais pas quoi, mais autant qu'il y ait un minimum les mots-clés à l'intérieur de l'encre. Et encore une fois, jamais deux fois la même encre, mais par contre, toutes tes encres ont du sens, quoi, sémantiquement. Ouais, en fait, je pars du principe surtout que les encres cliquez ici et tout, elles viendront par des liens spam nofollow, par-ci par-là, et du coup, par contre, oui, moi, quand j'ancre, c'est ancré, mais ça peut être ancré sur des bouts de phrases de 8 mots, quoi. Enfin, mais dedans, il y aura quand même un peu mes mots-clés principaux ou connexes. Un champ sémantique proche, quoi. De toute façon, Google, il comprend, hein, la sémantique, même si c'est pas ton mot-clé exact, si tu as mis qui est truc Voilà. si tu as mis un truc qui est assez proche, il fait la liaison
Et en plus, ce qui est bien aussi avec les encres URL, c'est que souvent, tu as les mots-clés qui sont présents dans le permalien. Donc du coup, c'est plus bénéfique, qu'un cliquet ici, ouais. Cliquer Ouais. ici, je trouve pas ça naturel perso. Il y a Mais, personne sur un forum qui va se faire chier à faire un nom, cliquez ici, il met l'URL. Il y a personne qui va mettre, mais c'est cliquez clair. ici. Enfin, Pour moi, c'est si vraiment tu fais du désoptimisé, au final, c'est ton encre branding. Parce ouais, que où les tu mets gens vont l'URL dire, comme ça, puis ou voilà. tu mets l'URL comme ça, ouais. Vraiment, ce site, cliquez ici et tout, en fait, ça ressemble au C'est au pattern contraire, ça fait des. une pattern SEO de ouf. Ouais, ouais, c'est ça. Je trouve, hein. Après, en effet, je suis assez d'accord avec ça. Ok. Anto, est-ce que tu en as une petite pour Max? Ouais, bah, comme tu fais beaucoup de netlinking, est-ce que tu penses que ça je veux dire un avenir, je suis un peu un abuseur, mais, est-ce que ça a encore un avenir dans le sens où le trafic externe et tout ce que tu as dit au début, l'autorité autour du site devient de plus en plus importante? Est-ce que, tu vois, est-ce que le netlinking aura, dans le futur encore, cette «puissance» entre guillemets? Ouais, ouais, je pense que c'est super, super important parce que c'est ça aussi qui donne, la popularité à un site. Un site qui a pas de popularité, il va avoir de plus en plus enfin, on le voit déjà, hein, les sites qui rankent le mieux en général, c'est des sites qui ont une certaine autorité et qui ont énormément de liens. Donc rapide et en plus, c'est pareil avec les moteurs IA. Les moteurs IA, ils privilégient aussi dans leur algorithme de mettre en avant, une bonne autorité et donc voilà, un site qui reçoit pas de lien, ça va être très, très compliqué de s'en sortir. Et est-ce que vous êtes, plus, sur SEO Papers, plus gros non, si c'est ça, hein, j'ai raison? Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Ça heu, plus gros liens ou plein de petits liens, tu vois? Un gros, gros lien cher à plusieurs centaines ou milliers d'euros, ça c'est pas dans notre cœur d'activité. En général, on est en moyenne, sur des liens 70-80 € en moyenne, hein, donc parfois c'est là, selon moi, c'est là où on va trouver le meilleur rapport qualité-prix, en fait, en termes de puissance, de ce que ça peut envoyer et avec un bon prix. Je préfère avoir personne à 80 € qu'un lien à 800. Mmh. Et si je peux apporter ma petite pièce aussi par rapport aux liens, Google, quand tu regardes leur communication, leurs guidelines et tout ça, ils te disent des choses à faire. Et après, quand tu regardes les leaks, tu te rends compte que tout ce qu'ils disent, c'est à l'inverse. Donc, vu que là, le discours ambiant, c'est ouais, les liens, de toute façon, on les regarde plus vraiment et tout. Moi, dans ma tête, ça veut dire en fait, la moitié de notre algo est basée sur les liens, bombardez-les, quoi. C'est vraiment, c'est Google, c'est tellement ils racontent vraiment toujours l'inverse de leur réalité. Donc, tu prends leur Et, discours et tu dis à ChatGPT: «Vas-y, fais-moi l'inverse» et voilà. et pour les plus novices, je pense que c'est important parce que tu vois ce que tu dis, enfin, en tout cas, moi, je suis assez d'accord avec ça, Franck, et je pense que Anto et Max également, mais c'est important de comprendre qu'encore une fois, quand on entend ça, il y a quand même une expertise derrière le netlinking. C'est pour ça que c'est quand même chouette de se faire accompagner là-dessus si vraiment vous êtes débutant, ou de vous assurer de bien comprendre les tenants et les aboutissants. Et ce qu'il faut comprendre, si vous devez comprendre une seule chose, c'est que dans le netlinking, ce qui peut flaguer votre site comme étant un site qui abuse, c'est clairement les encres. Et donc, c'est ce dont on parlait juste avant. Donc, soyez très vigilants sur ce point très précisément, quoi, je dirais. Est-ce que, Max, tu officies un petit peu à l'international? Est-ce que dans le cadre de l'affiliation, est-ce que tu as certains sites qui sont à l'international? Est-ce que tu as des sites que tu as internationalisés? Donc, tu avais du trafic en francophonie et tu es parti un petit peu à l'inter. Comment ça se passe de ce côté-là? Alors j'en ai fait par le passé, en anglais. J'ai eu quelques, projets qui ont bien marché et d'autres qui ont moins marché. Mais finalement, ce qui compte, c'est de bien bosser sur ces projets, en fait, sur ces sites et c'est ça qui fait vraiment la différence, que ce soit en Angleterre, aux States, en France, en Italie, dans n'importe quel pays, en fait, si tu fais bien les choses, ça va bien marcher. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment de projet qui marche vraiment bien, dans d'autres langues que le français, donc je me focalise vraiment, à fond sur le français. Ok. Hem, Moi, je profitais à la limite, mais j'aurais un peu 2 questions d'affilée et c'est des quick wins. Et vu que là, on parlait SEO, est-ce que tu as quelques petits quick wins SEO que tu mets, tu vois, en place assez rapidement sur des nouveaux projets, ou si quelqu'un te dit: «Bah, voilà, je voudrais améliorer le SEO de mon site», c'est quoi, toi, les petits trucs
où tu sais qu'en modifiant ça, ça marche? Tu vois, 2-3 quick wins comme ça qui te passent par la tête. Un premier, c'est d'analyser les contenus pour il faut voir si ça répond bien, à l'intention de recherche sur Google. Des fois, on peut avoir des contenus, voilà, qui correspondent pas vraiment à ce que Google, ce à quoi il s'attend. Donc du coup, bah, ça va te demander de retravailler les pages. Bon, pour le coup, c'est pas vraiment un quick win, mais c'est un travail Quand qui même, est hein, à faire sur le projet, en tout cas pour, clairement, ouais. ça ouais, enfin, c'est nécessaire de le faire. Ça peut prendre du temps parce que parfois, il faut reprendre le taf depuis le début. Mais pour moi, c'est le truc qui est à faire à mon avis, sur une reprise de projet si les choses ont mal été faites. Après, un quick win vraiment de base, c'est de retravailler par exemple les titres, les titles, voilà ce genre de choses qui peut vraiment faire la différence aussi. Si c'était mal fait, bah, ça peut vraiment ça peut changer tout au tout, en changeant ces 2 petits éléments-là. Et bon après des quick wins, il y en a plein, hein. Autant en termes de SEO, en termes de monétisation aussi, il y a plein de choses intéressantes à faire. D'ailleurs, il y avait Kevin Jourdan qui avait fait un listing. En fait, il avait fait alors je sais plus comment ça s'appelle, mais il avait fait un récap avec tous les quick wins qui est intéressant à déployer sur n'importe quel projet web. Eh ben, c'est marrant que tu parles de monétisation parce que ma deuxième question du coup qui allait avec, c'était tes quick wins CRO, mais du coup, en gros, tes quick wins pour améliorer tes conversions ou améliorer tes gains en affiliation. Là, comme ça, qui te passe par la tête, est-ce que tu as des trucs, que tu sais que tu mets en place et ça marche toujours? Ouais, forcément, ben, pour moi, c'est très facile en fait d'optimiser les revenus d'un site en affiliation, parce que la grande majorité des sites affiliés que je vois, souvent ils sont très mal optimisés pour les conversions et c'est pas compliqué. En général, il suffit d'utiliser un plugin, de bien utiliser le plugin et ça fait le taf. Par exemple, en affiliation, moi j'en recommande 2. Il y en a même 3. Il y en a 3 en fait. Il y a Affimax, il y a Affilize et il y a Lasso. C'est 3 plugins, vraiment géniaux pour, voilà, pour optimiser ses conversions et le fait juste de bien les utiliser, ça permet de créer de super jolis encarts qui donnent vraiment envie de cliquer sur les produits, de les comparer et cetera. On peut faire des tableaux, on peut faire des, avantages, inconvénients. On peut faire vraiment des trucs assez poussés avec, ces plugins-là et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont réticents à les utiliser parce que c'est un abonnement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont, bah, c'est des pinces, hein, ils veulent pas dépenser 100 C'est balles, des pour un énormes plugin. rats SEO comme on dit, hein. Alors que derrière, ça peut leur faire gagner voilà, ça peut faire gagner 1 000 €, voire plus, tu vois? Donc voilà, je préfère, investir dans un bon plugin, hein, d'autant plus que, plus tu as de licences et moins c'est cher et donc bah, tu as très, très vite rentabilisé, en fait, d'utiliser un bon outil et surtout, voilà, bien l'exploiter. OK, merci. Est-ce que tu as déjà, fait un petit peu de Black Hat SEO, Max, au sein de au long de durant ta carrière, tu vois? Ou c'est quelque chose, que tu as jamais trop expérimenté? Quelques tests, mais je t'avoue que c'était vraiment par curiosité, hein. C'était pas pour pousser le truc très loin, mais c'est plutôt, voilà, par curiosité et comme j'ai tout disons, long terme, je préfère, voilà, faire un travail assez propre et investir sur le long terme toujours. Mmh. Toi, tu es Et un on bon en père de famille. c'est ça, dans ta prise de risque, ouais. Et on en parlait d'ailleurs au début de cette notion, c'est Franck qui reparlait de notre, petite théorie là sur les suites qui durent 4 ans. Est-ce que globalement, c'est quelque chose que tu as pu un petit peu expérimenter de ton côté aussi? Ou est-ce qu'au contraire, ta manière de travailler, peut-être plus long-termiste que la nôtre, a fait que tu as pas mal de sites qui ont vraiment tenu, la durée? En fait, les auxquels on ne touche pas, ils finissent toujours par redescendre au bout d'un moment. C'est progressif, mais c'est quasiment inévitable. Mmh. C'est pas forcément toujours le cas, hein. Il y en a, ils tiennent le coup, mais la majorité, ouais, comme c'est et donc pour avoir des résultats vraiment satisfaisants sur le long terme, en fait, il faut intervenir de temps en temps sur ces contenus Mmh. et j'en profite d'ailleurs pour recommander, un super outil qui est Semantics, qui est développé par Amaury que vous connaissez bien. Lui, quand on fait une analyse de mots-clés, on sait à peu près, quand on sait qu'il faut mettre à jour ses contenus. Par exemple, une fois tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans. Ça fait une analyse de la sorte pour voir à peu près quand c'est que c'est mis à jour et pour moi, ça, c'est extrêmement parlant et j'en profite aussi pour dire qu'il y a une fonctionnalité que j'attends beaucoup sur, WiseWand. C'est la fonctionnalité pour, mettre à jour ses contenus et ça, j'ai hâte de la tester et de l'utiliser, ouais.
Ouais, clairement. la mise à jour de contenu qui est en effet très importante et qui d'ailleurs dans certains cas peut avoir, je sais plus, je crois que c'était au Chiang Mai SEO, où on avait suivi une conférence et le mec disait que l'impact de la mise à jour des contenus pouvait avoir le même impact qu'une grosse campagne de netlinking. Tu vois. Donc juste le fait de mettre à jour son contenu en termes de résultats, ça pouvait faire exploser. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez essayer, même à modifier rajouter une information, faire une Changer modification. les Ouais, liens ça. internes et tout, ça marche Mm. super bien. Ouais. Ok. Anto. Allez, je reprends ma petite liste. Quick Queen, on me l'a volé. Et c'est quoi pour toi les meilleures niches en SEO en ce moment? Si tu devrais lancer une niche en affiliation? Très bonne question. Je pense que il y a les niches où il y a une addiction. Ça, c'est des niches qui marchent, extrêmement bien. Tout ce qui est minceur, tout ce qui est rencontre, heu même les produits, On va je pense sortir les com les co le certains tiercé gagnant. compléments, ça peut les compléments, qu'est-ce qu'on a, de sympathique? Après, ouais, tout ce qui est même web et marketing, pour moi, ça reste quand même c'est des très bonnes niches. Voilà, en termes de monétisation, c'est intéressant. Après, il y en a pas mal. Après, il y a plein de trucs, vraiment, plus, obscurs. Moi, je peux pas Moi, j'avais une question à te poser, Max, au sujet de YouTube et de l'affiliation. Est-ce que toi qui es affilié depuis de longues années et qui a eu un peu d'expérience sur YouTube, enfin, tu as eu de l'expérience sur YouTube, tu as une chaîne YouTube à minima, est-ce que tu as essayé de faire de l'affiliation sur YouTube? Et si oui, qu'est-ce que tu penses des résultats et globalement de l'opportunité que représente YouTube dans l'affiliation aujourd'hui? bah, pour moi, c'est un excellent complément, c'est le fait avec le SEO Google. Mais là où c'est vraiment intéressant avec, YouTube, c'est que, tu crées ta chaîne, tu peux te spécialiser, tu peux ranker très, très rapidement. Si tes vidéos sont de bonne qualité, qu'elles répondent à un besoin, qu'il y a pas trop de concurrence, tu rankes automatiquement et tu as des résultats maintenant. Alors que si tu lances un site, tu pars de zéro, des fois ça peut prendre du temps. Dans certains cas, ça peut être rapide, dans d'autres, ça peut prendre des mois en fonction de la compétitivité. Mais, Mm. pour moi, ça vaut largement le coup. En plus, ce qui est bien avec la vidéo, contrairement à un article de blog, par exemple, c'est que la vidéo, c'est plus de convaincre. Si c'est un truc que tu utilises vraiment, que tu apprécies, Ouais. c'est naturel, tu recommandes le truc, tu montres comment l'utiliser. C'est très, très, très concret et si la personne, ça lui plaît, elle va passer commande. Alors qu'avec un article de blog, c'est beaucoup plus délicat. Donc, en termes de conversion, ça c'est pas mal. Et après, voilà, bien sûr, on va toujours dire ça dépend des niches. Parfois, c'est intéressant, parfois ça l'est moins, mais, c'est un truc qui est vraiment à considérer sérieusement, ouais. Mm. Ouais, c'est top. Et si je peux rajouter quelque chose là-dessus, pour les gens qui nous regardent, la petite particularité, je pense, c'est pour un article de blog, sur certaines requêtes type avis plus nom du produit, les gens arrivent, ils sont déjà presque convaincus, ils viennent chercher un dernier avis pour prendre leur décision. Et donc, plus facilement, si les call to action sont bien mis en évidence, ils vont passer par le lien sans trop se poser de questions, boum, et donc vous le taguez, et donc vous récupérez la commission. Là où sur YouTube, c'est parfois un peu plus délicat et j'ai la sensation qu'on passe quand même au travers de pas mal de commissions. Enfin, il y a beaucoup de commissions qui nous passent un peu sous le nez, sauf si vous mettez en avant un code promo ou quelque chose qui va vraiment donner un avantage à la personne. Et parce qu'en fait, c'est moins évident. Le call to action est globalement moins mis en avant que ça peut être le cas sur une page d'affiliation sur laquelle votre visiteur va retomber depuis la SERP. Voilà. Donc mais c'est sûr que si vous avez un code promo ou que vous mettez bien en avant vos call to action, c'est une opportunité de dingo. On est bien d'accord là-dessus. Et petit point aussi que je voudrais rajouter, c'est que absolument toutes les niches peuvent être traitées sur YouTube. Tout, absolument tout. Même si vous vous dites c'est pas possible, c'est possible. Et pour partir dans les extrêmes, il y a des trucs genre adulte, hardcore, tout ça, qui peuvent être faits sur YouTube. Je vais donner un exemple que j'ai vu, mais pour tout ce qui est porn, on va dire, donc vraiment site de vidéos, il y en a qui vont faire des compilations des débuts des vidéos. Donc, vous savez, le plombier qui arrive, les trucs comme ça. Et il y a des compilations de ça.
qui redirige derrière. En fait, il faut juste Autre exemple de ce penser. côté-là, qu'on a vu passer récemment et qui est assez smart, il y a des énormes chaînes, vous savez, les chiropracteurs. Donc typiquement ceux qui vont vous faire craquer le dos, etc. là, pour vous remettre en place. Bah, en fait, ils reçoivent sur les grosses chaînes côté US, pour ceux qui seront intéressés par ça, notamment sur tout ce qui va être OnlyFans, etc. Ils reçoivent des créatrices OnlyFans. Je pense qu'ils reçoivent un méga billet pour les mettre en avant dans ces trucs-là. Elles arrivent dans une tenue avec des leggings, des machins et tout. Elles se font tordre en 8 par le chiropracteur avec des plans ultra suggestif. Et bon, je sais pas trop comment ça se passe, si c'est directement le lien OF en bio, je pense pas, mais quoi qu'il en soit, voilà, là, je pense que ça doit rapporter énormément de business à chaque fille qui passe dans ces trucs-là. Le contenu reste soft, mais suggestif. Et voilà, enfin, encore une fois, comme le dit Franck. C'est pas le lien web en fait qui met en avant, c'est vous pouvez la voir vous pouvez discuter avec elle sur Instagram, mais en fait c'est le Instagram qui fait la passerelle. Ouais, ok. Donc voilà. Anto, est-ce que tu as une petite question? Ouais. C'est pas trop dans le sujet, mais pourquoi la Thaïlande? Pourquoi être expatrié en Thaïlande? Alors, à la base, c'était, mon 1er voyage remonte à 2010. Pendant ce voyage, je me suis fait une copine, hein, avec qui je suis resté jusqu'à aujourd'hui. Donc Par c'est l'un des amour? arguments. C'est l'un des c'est ouais, c'est par amour. C'est vrai que c'est l'un des, c'est le premier argument qui fait que je resterai ici. Mais c'est vrai que même au-delà de ça, je pense que c'est un pays qui est vraiment génial, où vivre. Il y a tous les, heu, tous les feux sont ouverts. Je veux dire, il y a peut-être le seul bémol, c'est les chaleurs. Il fait assez chaud quand même toute l'année, il y a pas d'hiver, il y a pas d'automne, il y a pas de printemps. Il fait chaud tout le temps. Donc ceux qui supportent bien, ça va, ça pose pas trop de problème. Et moi, ça me dérange pas trop dans la mesure où il y a la clim. En fait, comme il y a la clim partout, Ouais, ça va, c'est clair. à la maison, il y a la clim partout, dans la voiture, la clim, elle marche bien, quand tu sors dehors, ouais. Ça fait que c'est supportable, en fait. Après, pour tout le reste, tout ce qui est, nourriture, les gens ici sont adorables. C'est un très beau pays à voyager. La localisation, c'est pour voyager un petit peu partout, c'est pratique. Hem, ouais, franchement, c'est, très, très content et je suis ici depuis, 2012. Donc ça fait, Ouais, 13 donc ça ans. fait un Ouais, quand même, moment, ça ouais, fait un moment. carrément. Et Ouais. attends, je mets les pieds dans le plat, mais niveau fiscalité, ça marche comment la Thaïlande? C'est assez, open bar, en fait. Si tu as ton activité, toi, qui est en dehors de la Thaïlande, ils te laissent tranquille, en fait. Et OK. même pour te dire, une anecdote, tu vois, j'étais allé, au bureau pour l'imposition ici, en fait, pour me déclarer, pour dire que voilà, je suis et normalement, il faut déclarer quand même les revenus que tu fais rentrer un petit peu. Et si tu rentres, en fait, en dessous d'un certain seuil, tu paies rien, en fait, et c'est très, très large, en fait. Je crois que tu peux ramener jusqu'à, je veux pas dire de bêtises, hein, il me semble que c'est 1 000 000 de bahts, par an que tu peux ramener sans être taxé. Et moi, il m'a demandé c'était quoi en gros, est-ce que j'étais employé ici? Est-ce que j'avais une activité ici en Thaïlande? Je lui avais dit: «Non», et il m'avait dit: «Non, mais c'est pas grave, faites pas, en fait. Vous embêtez pas». Ah ouais. Même, je voulais même pas que je fasse le truc, alors que normalement, je suis censé le faire. Parce qu'après, si je suis censé voyager, enfin, déménager dans un autre pays, ils me demanderont, «OK, c'est quoi vos preuves? Où est-ce que vous étiez résident fiscal avant?» Et donc c'est pour ça que je l'ai fait, mais c'est juste voilà, pour le principe. Pour la Mais j'ai forme. prévu de pour la forme, voilà. Mais j'ai prévu de rester ici quand même, pour de bon, hein. Et dans ce cas-là, pour, un petit peu avoir, les questions que je sais, des gens se poseront, mais tu communiques sur le fait que tu as un enfant ou pas? Au pire, on coupera, mais Non, non, il y a pas de souci, je peux parler aussi de OK. ça, il y a Bah, pas de problème, ouais. du coup, tu as eu ton enfant en Thaïlande. Donc c'est-à-dire que ta compagne a accouché en Thaïlande et tout. Niveau tout ce qui est, prestations, santé et tout ça, comment ça se passe? Est-ce que ça te coûte très, très cher, tu vois? Parce que nous, en France, les gens disent, «Oui, mais toi, au moins, tu vois, en France, l'hôpital, il est gratuit». Là, j'imagine que tu as dû payer, mais est-ce que c'est très cher? Est-ce que c'est des chiffres qui sont normaux? Est-ce que tu as une mutuelle, tu vois, une sécurité sociale? Comment ça marche, toute cette partie, santé, on va dire, qui est quand même un point extrêmement important, je trouve, dans un pays? Ouais. Alors ici, en fait, tous les étrangers, ils passent par des assurances, privées, du coup, hein. Parce
Que les Thaïs, en fait, ils peuvent avoir des soins gratuits avec les hôpitaux publics, mais on va dire que le service, il est plus long, en fait. Il y a forcément des files d'attente qui sont assez longues. Il y a pas autant de confort. Mais pour les étrangers, Comme en nous France, ouais. voilà, ça en France. Mais si tu veux vraiment une prestation de top qualité, tu vas dans le privé et en fait, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher du tout. Moi, ce que j'ai, c'est une assurance, santé qui couvre quasiment tout. Ça me revient à peu près, peut-être 600 € par an. 600 € par an, ça couvre tout OK, mais et alors attends, 600 € par an, d'accord, mais du coup, là, quand ta compagne a accouché, tu dû payer en plus? ouais, ça c'est à part et combien ça c'est un package, en fait, qui est tout inclus avec toutes les consultations avant, après, l'accouchement. Tu as des séances de yoga, en fait, tu as plein de trucs qui sont inclus, dans ce gros package et ça a coûté genre, peut-être 1 500 €, un truc comme ça, 2 000 €. Ouais, non, mais C'est en pas fait, tu c'est vois, vrai, c'est Incroyable. pas cher. j'aime bien l'entendre parce que, tu vois, je connaissais pas les chiffres. Hem Et je pense que beaucoup de gens, quand ils ont ce discours, alors je sais que là, je vais énerver des personnes, mais quand ils ont ce discours, c'est que la plupart du temps, ils ont soit pas voyagé, soit ils connaissent pas des gens à l'étranger et tu vois? Ou des trucs comme ça et et surtout, ils ont l'impression qu'en France, c'est gratuit, mais genre la plupart des gens, je pense qu'ils oublient qu'ils payent, leur URSSAF, qu'ils payent des impôts et des trucs comme ça et en général, quand tu mets les chiffres derrière, Tu payes annuellement 15 fois, tu l'accouchement. tu payes ouais, c'est ça, tu as payé 10 accouchements, tu vois? Enfin, c'est moi, honnêtement, je pensais que là, tu allais me dire que ça t'avait coûté au moins 5 000 balles parce qu'il me semble que Dubaï, c'est dans les 5 000, le full package, accouchement, par exemple. Et ça, pour le coup, je sais comment c'est, mais je suppose que tu étais dans une clinique privée de fou où, la chambre ressemble à une chambre d'hôtel, quoi. Ouais, exactement, en Enfin, fait, peut-être je pense que j'abuse, mais les gens, en fait, pensent qu'en Thaïlande, ça va être très c'est le basique, Moyen ça ne Âge. sera pas au ni ouais, que c'est pas au niveau de la France, mais en réalité, je pense que c'est le Mmh. contraire. C'est en Thaïlande, quand tu vas dans le privé, c'est beaucoup plus avancé que, la grande majorité des hôpitaux en France. Les docteurs sont hyper compétents, le service, il est génial. En fait, tu as toujours des dizaines d'infirmières, en fait, à disposition, toujours pour servir les clients, donc tu attends jamais, en fait, tu as jamais d'attente. Et les coûts aussi je trouve que c'est hyper intéressant finalement pour ce qu'on paie. Voilà, ça couvre quasiment tout. On, voilà, je pense que, c'est un frein pour beaucoup de gens en fait, l'expatriation, mais en réalité, quand on se renseigne bien, c'est pas si compliqué que ça et c'est pas aussi, onéreux que ça. Mmh. Ouais. Ouais, clairement. Et parlons de la distance, parce que j'imagine ça pour le coup c'est un peu, c'est un truc, qui est inflexible. Là aujourd'hui, bah, j'imagine que ça soit, ton fils ou même toi, je pense que tu as de la famille en France. Tu rentres combien de fois par an? Est-ce que cette distance, elle est difficile à gérer pour toi? Ou est-ce que finalement vous vous y êtes fait et tes proches y sont faits? Je pense qu'on s'y habitué très rapidement parce que moi de base, j'aimais beaucoup voyager depuis Ouais. petit. Donc j'avais déjà aussi cette habitude, de voyager dès que j'avais des vacances. Donc pour moi, c'était un petit peu une continuité, c'est vrai que la Thaïlande, c'était un pays que j'adorais et en plus, il y avait ma femme qui était ici, donc pour moi, c'était, la suite logique. En plus, j'avais mon business qui commençait à marcher, pendant mes études. Donc c'était, pour moi, ça s'est fait tout naturellement. Après, je rentre en France une fois par an pour faire le tour de toute la famille. Voilà, bah, là, par exemple, c'était le, courant mai. Bon, mai-juin, voilà, en général, on fait un mois à peu près et on en profite aussi pour faire une autre destination en plus. Cette fois-ci, c'était le nord de l'Italie et donc ça permet, voilà, de revoir tout le monde et en plus, il y a, bah, dans ma famille aussi, ils voyagent pas mal donc du coup, il y a toujours des gens qui viennent, en fait. Tous les ans, c'est mon père, ma mère, mes 2 frères qui viennent avec leur famille. Donc ça fait il y a toujours du monde, en fait et je les vois quasiment autant que ce qu'eux se voient, en France. Donc Mmh. Et le temps est de qualité aussi, j'imagine? Parce que quand tu rentres pour un mois, bah, tu sais que c'est du temps que tu vas dédier à ta famille, à tes proches et cetera. Là où, c'est peut-être moins le cas quand on voit la nôtre, où c'est un peu plus par à-coup, machin, donc ouais, ouais, c'est chouette. OK. Anto? Heu, ouais. Bah, j'avais la dernière question, c'est la France t'a jamais manqué? Mais, est-ce qu'elle te manque alors? alors en fait, l non, ça me manque pas, en fait et pour moi, venir en tant que touriste, c'est très bien. Je suis très content parce que c'est vrai que la France, c'est un très beau pays.
mais je sais que pour y vivre, c'est autre chose, en fait. C'est assez compliqué, surtout quand on est entrepreneur. On va dire l'ambiance générale aussi, la sécurité dans certains endroits, dans les grandes villes, c'est pas top. Les aussi on en a parlé, les soins dans les hôpitaux aussi, c'est pas fou. Il y a pas mal de bémols, en fait, qui font que, pour vivre, ça me manque pas, mais par contre pour voyager, c'est très bien. Je suis content Mmh. de redécouvrir tous les ans, voir la famille, voyager. Pour moi, ça me va très bien comme ça, ouais. À quoi ressemble ta to-do, Max? Parce qu'on l'a vu, tu es sur beaucoup de projets, tu as à la fois tes sites d'affiliation, certains qui sont assez passifs, tu l'as dit, et d'autres où tu es obligé d'être un petit peu plus proactif. Concrètement, ça ressemble à quoi ta to-do, sur une semaine normale? Je t'avoue que chaque semaine est unique. Les journées se ressemblent pas trop. Je suis pas du trop du genre à planifier longtemps à l'avance, mais c'est plutôt en fonction des besoins du moment. Parfois, en général, la priorité, elle est donnée plutôt, aux clients. S'il y a des choses à faire sur certains projets, je vais accompagner les clients en priorité. Ensuite, c'est mes projets qui viennent après. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a de la stratégie, il y a beaucoup voilà, de gestion de projet, beaucoup de délégation aussi. J'utilise de plus en plus l'IA aussi pour m'accompagner pour pas mal de choses, voilà, comme vous aussi. L'IA, c'est game changer et je pense que ça permet je pense qu'on travaille autant, mais ça permet de faire beaucoup plus de choses, en fait. Ça permet de s'avoir des possibilités, infinies, quoi. Ouais, c'est des trucs tout cons, mais tu vois, l'IA, moi, par exemple, je suis pas dev du tout et c'est des trucs tout cons, mais intégrer des iframes de trucs sur un site, mais tu sais, je veux que l'iframe, elle ait un encart et puis en bas, elle ait une barre avec des boutons, avec des promos, tu vois? Des trucs comme ça. Avant, je mettais une plombe à le faire. Maintenant, je lui dis: «Fais-le moi», ça me le fait, je l'intègre. Je lui dis: «Je veux que ça soit dans un widget HTML, pour mon WordPress», puis voilà, terminé, hein. Et et tu peux mettre des trucs, enfin, c'est tellement, c'est tellement des petits trucs, heu, qui paraissent tout basiques et quelqu'un qui est, un poil plus, avancé que moi, évidemment, va se dire: «C'est ridicule de prendre du temps pour ça». Mais en fait, moi, c'est des trucs qui pouvaient me prendre, je sais pas moi, 15 minutes, maintenant qu'en prennent 30 secondes et la productivité est tellement décuplée. Ouais. Surtout quand tu prends le réflexe au final, Mmh. sans tomber dans l'idiotie de de vraiment, tout faire, à l'IA et de tu sais, plus réfléchir. Mais si tu continues à toi être le cerveau et à déléguer des tâches, chronophages, bah, là, je trouve que c'est vraiment cool. Et toi, Anto? Parce que moi, j'aimerais bien que tu nous parles dans la mesure du possible, Anto, de l'utilisation que tu as, l'usage de l'IA que tu as en ce moment, parce que je pense que c'est assez énervé et poussé aussi. Bah, l'IA en ce moment, je suis en train de refaire mes templates de spam de l'époque et c'est ce que je te disais, c'est assez ouf le niveau de qualité que tu arrives à obtenir et enfin, c'est vraiment monstrueux et je pense que si vraiment c'est bien utilisé, bah, ça peut vraiment faire des carnages. Là, on verra, c'est un test que je ferai pour la Wizard Academy de toute façon. Mais franchement, quand tu vois la qualité des pages, du code, de ce que tu peux faire et tout, franchement, bah, les possibilités sont, comme tu dis, c'est infini, quoi. C'est vraiment, tu peux aller ultra loin. Moi, j'ai des API que je n'y connais rien, il me fait des API, je copie-colle, enfin ça marche, c'est incroyable quand même. Donc Ouais, voilà. c'est ouf. Et ce qui est ouf, c'est qu'avant, et je dis avant, hein, c'est comme si c'était il y a longtemps, mais c'était il y a genre 1 an, il fallait savoir prompter, genre Ouais, là, savoir quoi franchement, c'est demander. ça aussi, ouais. Alors que là, aujourd'hui, c'est juste, enfin, moi, ma réflexion, c'est, je vais tout lui expliquer, mais Ouais, c'est le contexte. comme à un, enfin, comme si j'avais un prestataire et que je devais tout lui expliquer parce que je me dis: «OK, il va pas réfléchir, juste il va appliquer ce que je lui dis». Et en fait, du coup, je lui explique vraiment tout, 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 tout ce que je veux. Mais par contre, à la fin, il me sort le truc parfait que j'avais dans ma tête. Ouais, Et c'est il y ça. a plus besoin de savoir prompter, en fait. Faut juste expliquer des choses. C'est différent. Je fais la même chose aussi, ouais. Il suffit juste de parler, langage humain, tu mets tout le contexte et derrière lui il capte tout et il te fait un truc parfait, en fait. Et même tu peux utiliser la fonction vocale, tu Ah peux ouais? même lui dire directement: «Voilà, je veux ça, 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 ça». Maintenant tu peux aussi utiliser là les MCP, pour, commencer à aligner, différentes, applications directement dans ton navigateur Ouais, et c'est incroyable ça. ouais, ça c'est ouf et je pense que c'est ça l'avenir en fait. C'est, celui qui réussit à bien utiliser ça, il peut faire des dingueries, ouais. Ouais.
On en parlait en off il y a 5 minutes. Peut-être, Arthur, tu veux faire la Bah, réflexion c'est moi, d'Anthony? tout le crédit est à Olivier Arès, qui voilà, qui m'a parlé de ça récemment. Parce que moi, du coup, je suis un peu déconnecté et que ça va tellement vite qu'en fait, si t'es pas ultra connecté sur tout ce qui se passe, tu perds rapidement complètement le fil. Et lui, il a par exemple son API Alloscan en MCP. Il a l'API Data for SEO. Il a même sa Google Search Console. Je pense qu'on fera très rapidement une vidéo avec Olivier. Je lui proposerai en tout cas sur la chaîne Les Wizards. Donc allez voir, ça se trouve d'ici que le podcast sorte, elle sera déjà sortie, pour qu'il nous parle de tout ça. Et en fait, quand il pose une question spécifique sur un de ses sites, parce que du coup, étant donné que Claude, parce que c'est au travers de Claude, a les informations sur tout ce qui se passe dans sa Search Console, Claude sait quel site il a, et donc il va lui chercher les meilleurs mots-clés. Enfin, c'est incroyable, il m'a parlé de ça, je fais mais what the fuck. Et ça va tellement vite sur des trucs très spécifiques comme ça, où tu penses même pas une semaine avant, une semaine après, tu as un truc complètement incroyable qui arrive et qui change toute la donne, ouais, c'est dingue. C'est vraiment ouf ici. Mais une autre personne qu'on a reçue, qui était au Wizards Event aussi, qu'on a reçu dans le podcast, c'est AFI SEO, Romain Brunel, qui là en ce moment est en train, alors j'ai hâte de voir ce que ça donne concrètement, mais de mettre en place tout un système agentique sur son WhatsApp où il a un agent qui va détecter les scripts qui surperforment à l'international dans sa niche de marché et qui lui dit ce script il te plaît, oui, il enregistre le script comme ça et derrière l'agent fait la vidéo avec lui cloné. Enfin, là on en arrive à des trucs, c'est franchement lunaire. C'est vraiment, là plus on avance. Et le dernier point, je pense que vous l'avez vu passer aussi parce qu'en ce moment c'est viral à mort. C'est les Yeti qui font des vlogs avec VO3, et je dis des Yeti parce que c'est le truc le plus Ouais. commun, mais t'as des mecs en fait qui mettent en place des personas spécifiques et ils les mettent en scène un petit peu comme un influenceur traditionnel. Et en fait, ça fait facilement des vues, facilement de l'audience. Et les premiers, à mon sens, qui vont réussir à faire une audience mainstream comme ça, tout en éduquant sur des notions de business ou sur des choses très spécifiques. En fait, on va voir bientôt, je pense, arriver les premiers influenceurs et les premiers même infopreneurs qui seront des Yeti. mascottes de Yeti ou des mascottes à part entière. Parce que là, pour le moment, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, on comprend très vite en regardant le marché à l'inter que ce qu'on voit en francophonie, c'est ni plus ni moins qu'une copie conforme de ce qui se passe à l'international, avec vraiment les mêmes personnages, les mêmes trucs. Les Yeti, il y a une chaîne qui a déjà plus de 100 000 abonnés, il y en a peut-être même plus d'une. Mais en fait, c'est des choses qui fonctionnent bien avec la nouvelle génération de vidéos, de VO là, de Google. Et du coup, il y en a qui s'en donnent à cœur joie là-dessus. Mais c'est incroyable de voir à quel point les choses bougent. Et toi, concrètement, Max, comment tu utilises l'IA toi au quotidien dans ton business? Est-ce que tu rédiges avec l'IA? Qu'est-ce que tu fais avec l'IA? Alors, je touche un petit peu à tout en fait avec l'IA. Ouais, la production de contenu forcément ça aide pour, l'organisation de data, le traitement, pour, tous les petits besoins en fait qu'on peut avoir, dans un business où, je passe par l'IA et souvent, les retours ils sont hyper qualitatifs. Même avant où même pour du dev, comme il disait Franck, avant on allait chercher sur Google, on devait consulter plusieurs pages pour essayer de trouver des bouts de code, essayer de les arranger, de les faire fonctionner. Aujourd'hui, tu as juste à expliquer en fait ton contexte, ce que tu veux et il te sort le truc parfait, bien optimisé, selon, ton CMS ou ce que tu veux. Donc ouais, je l'utilise, quotidiennement, hein, pour plein de petites choses et ça va s'accentuer encore plus avec le temps et là, je me suis pas encore mis sérieusement, à l'utilisation des MCP, avec Claude, mais là, je prévois de m'y mettre dès ce mois-ci, ouais. Ok. Et petit, golden nugget, vu qu'on en parlait il y a 1 minute, avec les fameux Yeti sur TikTok ou sur les Instagram et tout. Sachez qu'il y a des gens qui tournent très, très fort actuellement en TikTok Shop. Donc TikTok Shop, je dirais le petit objet brillant là que je balance comme ça, vous pouvez essayer de l'attraper. Heu, TikTok Shop, en gros, c'est l'espèce de plateforme d'affiliation intégrée à TikTok. C'est-à-dire que dans vos TikTok, vous pouvez intégrer un produit et il y a un bouton pour acheter et tout. Les TikTok Shop, du coup, il y a les produits qui sont disponibles et actuellement, il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils font des Yeti ou d'autres mascottes qui parlent
et qui vont dire ouais, aujourd'hui, j'ai une dinguerie à te montrer, je suis allé à la musculation et regarde les bras que j'ai et tout. Et il fait ça. Et après, il dit bah, ça, c'est le secret, c'est ça. Et en fait, on peut intégrer le produit. Et en fait, vraiment, la mascotte montre le truc et dit c'est parce que là, j'ai pris cette nouvelle protéine et elle est incroyable et tout. Lien TikTok Shop, juste en dessous. Et ça carbure. Et j'ai vu des chiffres qui sont indécents, hein. Avec que des trucs comme ça. Ça, c'est la version de TikTok Shop. Sachez du coup que potentiellement, vous pouvez faire de l'affiliation pour plus classique aussi. Vous pouvez remplir des listes email, vous pouvez faire plein de choses. Donc, ça fonctionne bien si jamais vous voulez jeter un œil. Est-ce que, Max, tu es, très bon, tu nous l'as dit, tu as une équipe qui est quand même conséquente avec, 5 personnes dans le noyau dur de ton équipe, plus tous tes prestataires autour. Est-ce que tu peux, partager à notre audience, les bonnes pratiques, quand toi tu délègues, que ça soit pour recruter, où j'imagine que tu as mis en place certaines méthodes de recrutement qui te permettent de travailler avec les bonnes personnes, mais aussi une fois que les gens travaillent dans ton équipe, comment ça se passe au jour le jour? Comment est-ce que tu t'assures que le taf est bien fait? Est-ce que tu mets en place des process, des SOP? Voilà, comment ça se passe de ce côté-là? Alors, pour le recrutement, si c'est pour, tout ce qui est, par exemple, rédacteur, assistant virtuel, toutes des petites tâches comme ça, je passe, énormément par, Upwork. Ça permet de OK. centraliser, tout, c'est hyper pratique pour ça. C'est facile de recruter, si un truc qui va pas, on peut facilement passer à une autre personne. Ça gère automatiquement aussi la facturation, les paiements, tout est automatisé. Donc, pour ça, je trouve que c'est très bien, Upwork. Ensuite, pour ce qui est du noyau dur, c'est, déjà, c'est des connaissances. En général, des personnes que, voilà, que je connais via mon activité en ligne. Par exemple, pour Web SEO, c'est soit ça peut être, via, l'académie Web SEO, via la newsletter. Il y a Elias, c'est mon pote d'enfance, et c'est lui qui gère la plateforme SEO Paper. Donc, voilà, c'est des gens que j'ai connus comme ça et je pense que c'est, pour ces personnes-là, on a énormément, de confiance, voilà, entre nous. On est, voilà, sans filtre, et puis voilà, on a une relation quand même très amicale, très à la cool. Je leur fais confiance, donc voilà, c'est eux qui par exemple, pour la facturation, c'est plutôt, à l'heure pour l'équipe et je leur fais confiance. Voilà, je sais que, voilà, ils ont réalisé telle chose, telle chose, telle chose, pendant ce laps de temps et voilà, je les règle tous les mois. Donc s'ils Mmh. sont en fait en mode, freelance, c'est pas des employés de ma boîte. Ils OK. ont leur activité de leur côté et je les règle et pour tout le reste après, c'est, essentiellement via Upwork. Et est-ce que tu es associé avec certaines personnes? Est-ce que certaines personnes de ton équipe ont des parts de, par exemple, d'SEO Paper, ou alors c'est juste, c'est des freelances qui font le job et voilà? Jusqu'à présent, j'ai pas de partenariat. Tout est en mode, voilà, freelance, mode OK, plutôt, employé, ouais. OK, ça marche. Franck? Hem, Moi, j'étais chaud de te faire un petit case study comme ça, vite fait. Hem, Si là, tu devais relancer un site d'affiliation type, bah, tu choisis la niche que tu veux. Hem, Étape par étape, qu'est-ce que tu ferais pour avoir un truc où tu sais que tu as quelque chose qui va marcher long terme? Tu veux dire dans l'étape de création du site ou alors, au niveau de Le l'analyse de la projet. recherche? Bah, franchement, le projet au global, tu vois, comment tu ferais? Est-ce que tu partirais sur plein de réseaux sociaux, un seul? Est-ce que tu commencerais forcément avec un site ou non, tu vois? Est-ce que tu partirais sur autre chose? Enfin, vraiment, Ouais, très là, projet d'affiliation, qu'est-ce que tu fais, tu vois, là, en 2025? c'est super intéressant comme question. Je pense qu'il y a plusieurs, façons d'y répondre. Mais la 1re, je pense que si on est sur une niche qui est hyper compétitive, hein, je pense que je créerai même pas de site, en fait. Je partirai directement sur des plateformes, hein, où là où je sais que je peux faire la différence. Par exemple, je sais que sur, YouTube, on peut ranker, assez facilement si on persévère, si on fait du contenu vraiment qualitatif et sur d'autres plateformes également. Après, si on part sur une niche, par exemple, on va dire, n'importe quoi, dans le domaine de la rencontre. Si c'est, dans le domaine de la rencontre, déjà, je vais faire une recherche assez poussée, par rapport à la niche en question. Donc je vais pas faire un site généraliste immédiatement. Je vais essayer de trouver, une sous-niche qui est intéressante autant en nombre de recherches.
avec forcément aussi des partenaires intéressants, des partenaires fiables, des commissions élevées, où je sais qu'il y a un intérêt aussi parce que s'il y a pas forcément d'intérêt pour acheter derrière, ça sert à rien de lancer son site. Bon, là, on va dire qu'il y a un intérêt, il y a suffisamment de recherche et que c'est bien. Ensuite, je vais regarder la compétitivité SEO. Est-ce qu'il y a moyen de se faire une place, en SEO naturel sur Google? C'est quoi, en gros, la typologie des sites qui ressort? Quel est le travail que moi je vais devoir réaliser? Est-ce que ça vaut le coup que je lance un site sur ça, en termes de dépenses et retour sur investissement? Et bien sûr, je vais voir ensuite, c'est quoi les autres réseaux intéressants à développer autour de ce site-là? Quasi systématiquement, on va avoir YouTube qui va ressortir qui est intéressant. Ensuite, dans la rencontre, on peut aussi mettre, Instagram, par exemple. Ça peut être après voilà, des petites pages à droite à gauche. On va essayer de construire aussi l'autorité autour du site. On va créer là un ensemble de liens, un écosystème autour du site et ensuite, bah, je vais bien bosser, sur le plan parfait, les contenus de qualité, bien tout mettre en œuvre, voilà la méthode classique, pour un site d'affiliation. OK, nickel, merci. Si vous voulez d'ailleurs de votre côté, j'en profite pour en parler maintenant, mais découvrir un peu cet univers de l'affiliation que vous ne connaissez pas ou que vous voulez avoir des petits tips en plus de ceux que vous connaissez sans doute déjà avec les Wizards, on a une petite formation gratuite sur le sujet et vous retrouverez un lien en description. Moi, j'avais envie de te poser la question, Max, de tes objectifs, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui se fixent des objectifs, d'autres un peu moins. Est-ce que toi, tu te fixes des objectifs, par exemple, à 5 ans et si oui, quels sont-ils? Alors peut-être pas sur 5 ans. 5 ans, ça me paraît, assez long, surtout dans le domaine du web et voir à la vitesse à laquelle tout J'avoue. évolue, C'est avec l'IA, clair. c'est incroyable. Dans Donc 5 ans, on déjà n'existe plus, tout le monde est cuit. Déjà, je pense sur 1 an, c'est pas mal, ouais, sur 1 an. Ouais. Mais, ouais, je me fixe des objectifs assez globaux. J'essaie de regarder mes projets dans l'ensemble. Ça doit être quoi mes focus? Parce que, voilà, je suis hyper diversifié. C'est jamais bon d'être trop diversifié. C'est un petit peu comme toi, Arthur, tu vois? Ouais, bah, Faut c'est trouver notre maladie à tous, en vrai, hein. ouais, C'est un peu ouais. le Et donc j'essaie de voir un petit peu c'est quoi les trucs, avec le plus de potentiel. Et pour moi, bah, ça reste en fait, SEO Paper, Web and SEO et quelques sites d'affiliation phares importants. Mais tout le reste après je laisse parce que c'est pas les priorités et je vois ça plutôt dans un second temps, si j'ai du temps qui se libère, ouais. Donc en fait, en réalité, tu vois, quand aujourd'hui, tu dis que enfin, là, tu gères peut-être 50 ou 80 sites de niche en parallèle, est-ce pour toi, de manière assez naturelle, c'est un chiffre qui va être amené à baisser? Parce qu'en fait, enfin, si tu me dis si je me plante, mais tu laisses un petit peu mourir ce qui mérite pas, entre guillemets, «ton focus absolu». Et bah, pour le coup, tu entretiens et tu mets à jour ce qui, pour le coup, te rapporte concrètement de l'argent et ce qui a le plus de potentiel. Mais ça devient de toute façon de plus en plus difficile de tout gérer de front. Et nous, c'est un peu ce qu'on a, le constat qu'on fait, c'est que même les gros éditeurs qu'on connaît, etc., c'est soit ils ont une grosse thématique phare et tous leurs efforts vont dans le sens de cette thématique, mais en gros, être sur tous les fronts et avoir des tonnes et des tonnes de sites en gestion, c'est de moins en moins jouable, de moins en moins viable, quoi. À part pour ceux qui peut-être ont des très grosses équipes avec des très grosses, enfin des vrais process qui leur permettent d'être un peu partout. Je pense notamment à certaines grosses structures, entreprises, voire même certaines cotées en bourse qui font exclusivement de l'affiliation, dont on a connu sur Malte, et qui pouvaient se permettre du coup d'avoir un pôle pour chaque thématique, chaque secteur. Mais en tant qu'éditeur, c'est compliqué d'être partout. Tu confirmes un peu ce truc-là, Max? Ouais, exactement. Je pense que ça vaut pas la peine en fait d'essayer d'être présent sur tous les fronts. Il vaut mieux se focaliser sur l'essentiel et la tendance, ça fait que je pense que je vais viser à avoir peut-être une dizaine de sites max et ça sera amplement suffisant en fait. Autant de bien faire les choses sur peu que d'être, moyen partout, ouais. OK. Est-ce que on a parlé très vite fait de Discover au début. Est-ce que c'est un truc qui te parle un peu? Tu fais des tests là-dessus? Tu es intéressé par le sujet ou pas du tout? Non, j'ai pas creusé ça, par manque de temps. En fait, j'ai vu que ça fait un moment quand même que ça fait le buzz, pas mal de gens en parlent, mais Ouais, je pense pas me mettre dessus. Je pense pas. ouais. OK. Franck? Ouais, moi, j'ai juste une petite question, entrepreneuriale. Je suppose que tu as forcément, parce que depuis le temps que tu es là,
tu as forcément vécu des hauts et des bas. Hem et si j'imagine que oui, en tout cas, peut-être que c'est pas le cas, hein, tu nous diras, mais comment tu gères ça? Est-ce que tu fais, par exemple, une grosse pause et tu te dis: «Bah, tu sais quoi? J'en profite, je prends quelques jours, semaines de vacances», par exemple, et je reviens motivé comme jamais? Ou, est-ce que tu es quelqu'un de plutôt, tu vois, tu vas te dire: «Bon, bah, c'est comme ça, allez, vas-y, je continue» et puis je repars sur un truc, tranquille, tu vois? Un peu force tranquille. Alors je pense que j'ai jamais eu vraiment de bas, en fait, et je pense que c'est pas forcément bon non plus, hein, de pas avoir de bas, parce que des fois on a tendance aussi à se reposer sur ses lauriers et d'être un petit peu trop à la cool, hein. Alors que, faut toujours être au taquet, je pense. Faut quand même toujours, bosser, voilà, faut toujours voir, devant soi, essayer d'aller toujours plus loin, et je pense que, voilà, même quand tout va bien, il faut pas se dire que, «OK, je me relâche, j'arrête de bosser», parce que c'est à ce moment-là justement que, ça peut mal se passer. Donc du coup, je pense qu'il faut toujours être, motivé, persévérant, et puis s'il y a un truc qui nous plaît moins, on peut passer à autre chose. De toute façon, ça manque pas de business model. Il y a plein de trucs intéressants, il y a plein de thématiques intéressantes. Quand on en a marre d'un truc, on peut passer à autre chose, et c'est ça qui fait que je pense que je me suis jamais vraiment lassé, en fait. Il y a tellement de possibilités, ça évolue tout le temps, donc pour moi, je me plais vraiment, dans ça, et je me verrais pas faire autre chose. Et tu jamais eu un site, par exemple, qui te rapportait, plusieurs milliers d'euros par mois, par exemple, qui du jour au lendemain prend une méga claque et tu passes, limite, à 0, tu vois, dessus? Ça t'est déjà arrivé ou c'est rare? Enfin, ou c'est même, quasi Heu, inexistant? Pas de plusieurs milliers d'euros, mais des 1 000 €, ouais. J'ai déjà eu des sites, qui étaient 1 000 € par mois, et puis un mois plus tard, ça faisait 10 € par mois, tu vois? Donc ça m'est arrivé, plusieurs fois, mais j'ai pas eu de coups Il a pas extrêmement vécu nos durs. traumatismes extrêmes, ouais. Ouais, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai jamais été vraiment choqué, parce que j'ai toujours eu en plus plein de projets différents. Donc une fois que si c'était arrivé à un site, pour le reste, ça m'avait pas gêné tant que ça, sachant que j'avais, suffisamment assuré mes arrières, ouais. OK. Ouais, parce que moi, je me rappelle de Malte, on avait enfin, j'ai un site en tête, sur lequel j'avais beaucoup bossé, qui faisait, je crois, dans les 30 000 par mois et tu arrives un matin et terminé, quoi. Et là, tu un peu en mode, bon, bah, C'est un peu choc-barre, ouais. tu un peu choc-barre, ouais. Tu un peu déçu. Même si tu as beau t'y attendre, tu sais que c'est une possibilité, que machin, mais le jour où ça tombe, c'est un Et peu, en général, c'est sur des trucs qui sont un peu black hat, où tu as mis des méthodes un peu black hat, tout ça, du spam ou enfin, qu'importe ce que ça peut être, tu vois? Mais tant que ça tient, tu as cet espoir que ça va tenir comme ça éternellement et La vie, tu sais. le matin où tu arrives vraiment parce qu'en fait, je me rappelle, hein, on arrive au bureau et tout, j'allume l'ordi et je vais, regarder les stats d'affiliation de la nuit, tu sais? Moi, c'est mon petit truc, j'aimais bien, je me disais: «Ah, cette nuit, ça a bien rapporté» et bah, tu arrives, tu vois 0, tu dis: «Oh, ça doit être buggé la plateforme». Ouais, c'est Puis le là, lien qui marche pas. c'est le lien qui marche pas. Là, tu commences à regarder toutes les stats de tous les trucs et le dernier truc que tu fais, c'est tu vas voir le Serprobot, tu l'actualises et tu as toutes les flèches rouges marquées, 0, tu vois? Enfin, tout est terminé. Là, tu fais: «Bon, bah, voilà, terminé. Allez, ça y on est, remballe». rideau. La fête est finie, comme on dit. Ah ouais, Bah, ça, ça, c'est la déception. c'est la dépression, ouais, pendant au moins quelques jours, parce que c'est En tellement général, énorme, tu pas surtout très ces bien, ces ouais. montants-là. Mmh. Ouais, ça, pour le coup, on a bien subi ces trucs-là et à répétition un peu. Enfin, je veux dire, tu Ouais, vois, parce qu'on était toujours sur c'est des vraiment trucs, par cycle. Ouais, on ouais. on était souvent sur des trucs border ou des trucs comme ça, donc c'était «mérité» entre guillemets, ou c'est parce que Ouais, ouais. les techniques pouvaient être parfois un peu black hat. Pas forcément ultra black hat, mais un peu black hat. Bon, il y a un moment, tu te fais taper, c'est normal, hein, faut nettoyer les serpes quand même. Et la Ouais. dernière fois que c'est arrivé, c'était quand? Moi 2019, j'ai pris une grosse claque, quand même et j'ai dû en reprendre une pas en mode, tu perds absolument tout, mais où tu perds, plus de 50 de tes revenus. Ça devait être en 2021 ou 2022, je pense. Peut-être par là. Peut-être Là, après d'ailleurs. moi, il y a moins de 2 ans, j'ai perdu un site qui faisait 200 000 visites mensuelles, ouais, pareil, hein, ça fait, tu vois, un peu flou et Anto, récemment, bon, toi, c'est ton réseau Moi, de il y a pas spam, très hein, longtemps, ouais, mon réseau de qui spam, il est tombé, c'était mars, je dirais. Ça faisait combien de temps Février-mars. qu'il tournait en automatique? 3 ans. Comme quoi ça tient quand même bien, hein. Ouais. Ouais. donc ouais, voilà.
On est choc barre. Mais bon, enfin, c'est un peu la réalité. Maintenant, on connaît, on a aujourd'hui une vision assez claire sur ce qu'il faut implémenter pour diluer son risque, pour, tu vois, la méthode globalement qu'on enseigne au travers de la Wizards Academy, par exemple, à nos élèves qui se lancent en affiliation. Nous, aujourd'hui, elle est assumée et c'est toujours la même. C'est un site où on fait les choses bien, donc où on suit nos méthodes de travail, et en parallèle, une chaîne YouTube. Et c'est pas une chaîne TikTok, une chaîne Insta. Non, c'est une chaîne YouTube, un site. Et en fait, le fait de fonctionner comme ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure et c'est ce que tu disais aussi de ton côté, Max. C'est que le gros avantage de YouTube, c'est que c'est facile de se positionner, c'est qu'il y a une barrière à l'entrée. Donc, c'est encore un Eldorado où il y a très peu de monde en réalité. Ça fonctionne très bien en affiliation et les résultats sont très rapides. Moi, on a des élèves qui se sont lancés là en 4 mois, qui ont déjà plusieurs milliers d'abonnés, qui font des commissions récurrentes sur des grosses thématiques. En fait, quand on fait les choses bien, c'est vraiment extrêmement puissant. Et en fait, sans forcément oublier le SEO, parce que je pense que et on le pense tous les trois, en tout cas, vraiment le SEO, c'est toujours un truc incroyable. Et quand les choses fonctionnent en SEO, c'est quelle sensation d'avoir ce trafic qui arrive en permanence avec des gens qui, en plus de ça, sont sur des requêtes très spécifiques, avec une intention d'achat, etc. Donc ça c'est vraiment c'est incroyable, mais c'est beaucoup plus dur à implémenter et ça doit faire partie aujourd'hui d'un écosystème. Et donc c'est comme ça qu'on voit les choses et qu'on essaie de pousser les choses de notre côté, mais c'est sûr que ouais, ça peut être frustrant, il peut se passer des dingueries, et quand ça tombe, c'est jamais très agréable. Après, pour diluer le truc quand même, hein, tous les cas qu'on cite, c'est des cas où on a fait des trucs border. Toi, Arthur, je sais que tu as fait IA comme un bourrin Ouais. au début. Anto, c'était du spam. Moi, c'était avec des trucs qui n'avaient pas du tout d'écosystème. C'était vraiment que du SEO avec que des pages optimisées affiliation. Et en général, c'est parce on repère des coûts. Donc, en fait, on voit un coût, on va chercher notre argent sans forcément toujours penser à un truc plus long terme parce qu'on a soit d'autres projets long terme qui tournent à côté et que là, on se dit, OK, là, il y a de l'argent à aller chercher rapidement ici, on fait un coup et ça tient le temps que ça tient et ça encaisse le temps que ça encaisse. Et après, quand ça casse, ça casse. Et au fond, même si ça dégoûte un peu, Comme disait Max, faut on pas, sait qu'on mérite, quoi. quand ça tourne, faut travailler. Là est la difficulté. Ouais, en plus. C'est là la difficulté, c'est de continuer. Et on le rappelle, mais les vrais revenus passifs tels qu'on les imagine, ça n'existe pas. Enfin, vous êtes obligé de bosser à un moment. Il peut y avoir de la récompense différée où vous bossez pendant 6 mois un peu à blanc et après ça vous rapporte de l'argent un peu de manière passive pendant quelques temps aussi. Mais la réalité, c'est que vous récoltez les fruits d'un travail que vous avez, que vous avez mis en place au départ, quoi. Mais voilà, il n'y a rien de magique. On a un très beau business, très passionnant, et je pense qu'il nous passionne tous les quatre depuis de longues années. Mais c'est important de ne pas penser que que c'est magique et qu'il suffit d'avoir un site ou deux pour vivre de manière dans l'abondance pendant 20 ans. C'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Les pieds dans la piscine. Les pieds dans la piscine, ouais. Alors, moi, j'avais une question, Max, pour toi. Quelle est la plateforme aujourd'hui qui te rapporte le plus, pareil, au niveau de ton chiffre, entre ou plutôt le levier de trafic, le canal d'acquisition, entre ton SEO, YouTube, ta newsletter, ton Twitter, tu vois, qu'est-ce qui aujourd'hui représente quand même le gros de ton trafic et de tes revenus? Le gros du trafic, ça reste Google, en fait. Ça reste le SEO, toujours de très loin. Et ça va pas changer, ça va rester le numéro un, mais on voit la tendance. Ça va baisser, baisser, baisser progressivement, en fait. On voit de plus en plus à quoi ressemblent les SERP aujourd'hui. Les gens ont leurs réponses directement dans la SERP, donc notamment les sites d'information sont les plus impactés. Et c'est là qu'on voit, et de plus en plus de gens utilisent aussi les moteurs IA pour avoir des réponses directement à leurs questions. Donc ça fait que, ça reste quand même très important. Il faut pas le négliger, ça reste la source de trafic numéro un. Mais il faut se mettre au reste. Il faut être présent, sur plusieurs, leviers de trafic parce que, voilà, le jour où il y en a un qui se porte mal, au moins il y a le reste qui peut supporter, et qui peut même progresser.
À ce propos d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses enfin, comment est-ce que tu vois l'avenir, toi qui es un affilié historique depuis de longues années? Il y en a beaucoup là qui commencent un petit peu à flipper, à se dire: «Voilà, l'affiliation ça va mourir parce que les choses deviennent de plus en plus compliquées pour Google, parce que l'IA arrive au sein des SERP» et cetera. C'est quoi ta vision là-dessus, toi? Alors il y a une part de vrai que c'est les choses sont plus difficiles, hein. Plus le temps passe et plus ça devient difficile pour les affiliés, mais c'est-à-dire que les méthodes d'avant ne sont plus les méthodes de demain et forcément si tu fais les techniques de 2015, ça va pas marcher aujourd'hui. Donc il faut vraiment, s'adapter et pour moi ça reste quand même essentiel de bien faire les choses. Quand on bosse bien, on a des résultats, peu importe, voilà sur quelle plateforme on se focalise. Mais il faut pas dépendre déjà de Google à 100 et puis voilà, faut faire une veille aussi. Faut voir c'est quoi les choses qui marchent, il faut suivre les tendances. Faut voir comment on peut ressortir justement sur les moteurs IA, comment on peut, se positionner dessus et puis, l'affiliation aussi, voilà. On peut avoir un site, mais il y a aussi des techniques, plus underground. Tu peux faire par exemple du parasite SEO, où tu peux avoir des résultats extrêmement rapides. Voilà, tu fais des pages sur des sites avec une forte, autorité. Même, sans investissement, sans avoir de site ou quoi que ce soit, tu peux avoir des résultats rapides si tu sais, où être présent. Par exemple, on voit, à quel point Reddit cartonne, aux US. Il rank quasiment top 1, top 2, top 3 sur énormément de requêtes informationnelles et pas que. Bah, celui qui réussit à être présent sur les bons, topics et à glisser, intelligemment des liens affiliés, peut-être pas directement, mais de manière indirecte, bah, lui, il peut gagner très, très gros, en fait, si tu as des réponses qui sont bien placées et ça, donc ça vaut pour Reddit, mais ça vaut également pour plein d'autres plateformes. Donc on peut avoir des résultats aussi, intéressants de plusieurs façons et faut pas, rester cantonné à une seule méthode. OK. Franck, tu des questions? Moi, j'aurais juste une dernière question, mais qui est un peu de l'ordre plus perso, à la fin. OK. Alors moi, je vais poursuivre, il m'en reste, 2-3. Si, en supposant que demain si tu devais tout reprendre de zéro, mais dans le cadre de l'affiliation, bon, Franck, tu as globalement posé une question, relativement similaire, mais du coup là, ça serait, sans argent, sans réseau, mais avec tes compétences. Comment tu t'y prendrais et tu vois, est-ce que tu partirais, sur Google? Est-ce que tu choisirais autre chose? Si ton objectif, c'était d'arriver, par exemple, aux 1 000 € par mois le plus rapidement possible, là, dès demain, tu ferais quoi? Alors, si j'ai pas d'argent, si j'ai mes connaissances, mais que je veux avoir des résultats rapides, 1 000 € par mois, le plus simple, c'est de partir, je pense, sur YouTube, faire des vidéos YouTube, faire du parasite SEO et ouais, focus sur ça à 100 je pense. C'est, OK. bien faire les choses de ces 2 façons-là, je pense qu'il y a moyen d'avoir des résultats, en l'espace d'un mois. Je pense au bout d'un mois, tu peux commencer à avoir des résultats et ouais, faut pas s'embêter à faire un site dès le début parce que, voilà, le temps de faire décoller ça prend du temps. Donc s'il faut des revenus rapides et qu'on n'a pas beaucoup d'argent à Ouais, investir, c'est ça le mieux à faire, ouais. ouais, je suis assez d'accord notamment sur YouTube, ça peut aller, très, très vite. Est-ce qu'il y a, par hasard, une question, que tu pensais qu'on allait, te poser au sein de cet épisode et qu'on t'a pas posée, auquel, tu vois, tu te dis: «Oh, peut-être ils vont me parler de ça, peut-être ils vont me parler de ça» ou pas spécialement? Ouais, Ah, tu tu mute. Non, j'en avais pas en fait, j'avais pas d'idée, spécifique, de question. OK, pas de souci. Est-ce que de côté anglophone ou côté francophone, tu suis un créateur, qui t'inspire, et dont, que tu aurais envie de recommander à notre audience? Ou une newsletter par exemple, potentiellement? Alors, en ce moment, en fait, je suis moins de contenu SEO maintenant, enfin, c'est Mmh. plutôt ce qui est, ça pour ça, c'est plutôt Twitter, en fait, où je suis un Ouais, petit peu les grosses news, qu'est-ce qui se passe. Je pense que c'est là le meilleur endroit pour avoir un petit récap, efficace. Ce qui me plaît vraiment, moi, en ce moment, c'est l'IA. C'est tout ce qui concerne ouais, l'IA. Donc il y a une newsletter qui est The Rundown AI, qui est OK. géniale pour ça. Puis après des vidéos YouTube aussi, voilà, de différents créateurs. Ouais. Après franchement, je peux que recommander, le Wizard Podcast. Très, très, très bon Ah, contenu, c'est sympa. business, IA, SEO, affiliation.
Ah, c'est sympa. Merci beaucoup. Eh ben, écoute, moi j'arrive au bout de mes questions. Je te laisse Franck poser ta dernière question et puis ensuite on parlera un petit peu de tout ce que tu proposes et que les gens pourront retrouver en description également. Ouais, moi, ma dernière question, du coup, c'est est-ce que tu inciteras ton fils à faire de l'entrepreneuriat? Et si oui, est-ce que tu as déjà réfléchi à comment tu allais le motiver à devenir entrepreneur? Tu vois, est-ce que tu allais essayer de lui faire lancer des petits projets même quand il est plus jeune et ainsi de suite? Je t'avoue que j'y ai pas encore réfléchi sérieusement, mais je pense que j'aimerais bien lui insuffler, ouais, des choses. Bah, de toute façon, déjà parce que, ses 2 parents, voilà, ils sont à la maison, on a nos business à la maison, donc il peut nous voir, en fait, déjà travailler. Il sait qu'on travaille sur l'ordinateur, donc juste par ça, déjà, ça lui montre une voie, déjà, en fait, parce que ses 2 parents entreprennent en ligne. Et puis après, ouais, j'aimerais bien lui insuffler plein de choses, en fait, autant de l'entrepreneuriat, sur les finances, plein de choses, en fait, sur plein de sujets. J'aimerais qu'on développe ça, en fait, je pense le moment venu, au moment où ça m'intéresse, en fait, où il y a des questions, j'aimerais qu'on creuse tout ça et que, ouais, qu'on fasse des projets, même des petits trucs, potentiellement ensemble. Et ouais, franchement, ça me botte carrément, ouais, de pouvoir faire ce genre de choses, avec lui. C'est des choses que nous, on n'a pas forcément pu avoir, pas petit, mais je pense que c'est des compétences importantes et puis après, on pourrait faire, par la suite, hein, peu importe sa spécialité ou ce qui l'anime, hein, mais au moins il aura vu un petit peu, voilà, les 2 côtés de la barrière, voilà. Je pense bah, en tant qu'étudiant, mais voilà, qu'est-ce que c'est de travailler pour une entreprise ou c'est quoi avoir son propre business aussi? C'est beaucoup de responsabilités et ça, ouais, ça inclut, pas mal de choses, hein. Ouais, carrément. Alors, moi, ça me fait penser cette question à une personne qu'on connaît un petit peu, Valérian, je pense et sa femme, qu'on aura peut-être dans le podcast, un de ces quatre, je l'espère, qui eux ont une manière assez chouette, je trouve, d'éduquer leurs deux fils, parce qu'ils entreprennent en ligne, ils sont éditeurs de sites depuis des années. Et je pense ils ont des choses assez intéressantes à nous dire là-dessus, donc je pense que je proposerai. Enfin, c'était déjà fait d'ailleurs. Je pense qu'on a déjà proposé à Valérian. Il faudrait juste qu'on le relance là-dessus pour le recevoir. Du coup, ça m'a donné l'idée d'une dernière question aussi, parce que tu as parlé d'éducation financière vis-à-vis de ton fils. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des choses que tu implémentes, toi, de ton côté, pour investir pour ton fils, pour son avenir? Je pense notamment à la bourse ou à d'autres placements. Est-ce que tu as mis en place certaines choses et si c'est pas trop indiscret, si tu pouvais nous donner quelques pistes là-dessus? Ouais, bien sûr. Alors, moi, j'ai commencé à investir en bourse en 2014. C'est aussi une autre de mes passions, en fait. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Donc, ouais, je passe du temps un petit peu, toutes les semaines dessus, à m'intéresser aux entreprises, au bilan, tout ça. Donc pour moi, c'est un univers qui est passionnant aussi. Mine de rien, j'y passe du temps aussi. Mais, donc voilà, j'investis beaucoup dans des actions individuelles et aussi dans des ETF, bien sûr. Donc Ok. j'ai 2 portfolios en fait. J'ai un sur eToro et j'ai un sur un Interactive Brokers. Il y en a un qui a une stratégie un peu plus, agressive, plutôt des entreprises, tech, voilà, vraiment focalisées tech, et tech américaine. Et Ouais. l'autre qui est plus ouvert, un peu plus diversifié, avec beaucoup d'actions, japonaises, un petit peu françaises, un petit peu Canada, un petit peu réparties et bien sûr également aussi, américaines parce que les ETF sur lesquels j'investis, c'est que des trucs américains. Ouais. Donc ouais, je diversifie et j'investis, donc voilà, pas mal, en bourse, un petit peu en crypto aussi. En crypto, j'avais commencé également en 2018 avec, avec du bitcoin, d'autres cryptos aussi. J'avais, aussi pas mal diversifié et j'ai commencé à vendre, en fait, assez récemment, en fait. Quand le BTC avait atteint voilà, les 100 000, j'ai commencé à liquider un petit peu et je préfère réinvestir, en fait, plus en bourse, en fait. Ok. Intéressant comme vision des choses. Moi, si je te pose cette question, c'est parce que j'ai vu hier une vidéo super intéressante sur le sujet. Et je pense que je vais opter pour un CTO, un CTO, mais il y a le choix entre soit le monter directement pour son enfant ou alors le prendre à son nom et lui léguer le CTO quand il arrive à la majorité.
En tout cas, bon, toi, je pense que tu n'as pas ces problématiques-là, mais en France, il y a un vrai avantage à choisir la deuxième option, visiblement, parce que du coup, tu purges complètement les plus-values et tu ne payes pas d'impôts au moment où tu lègues le CTO. Et ce qui était rigolo, et ça, c'est plus pour ceux qui, parmi nous, et on vous jette pas la pierre, sont peut-être moins éduqués sur tous ces trucs-là, c'est que quand on fait le comparatif entre le schéma un peu standard des parents qui ont les moyens d'investir mensuellement, par exemple, pour placer une petite épargne pour leurs enfants dans un PEA, ou qui vont faire la même chose dans une assurance vie, ou qui vont faire la même chose en bourse sur un ETF classique. Donc les deux plus connus, on va dire, c'est le MSCI World et le S&P 500. La différence, si vous me placez ne serait-ce que 100 € par mois pour votre enfant, ce qui est déjà pas mal, hein, sur que ça soit sur un PEA, je crois qu'au bout de 18 ans, donc jusqu'à sa majorité, il aura un PEA qui a priori sera à peu près maxé, mais il aura quasiment pas, je crois qu'il aura gagné un truc comme 6 ou 700 balles, ce qui est absolument ridicule. Et en plus de ça, l'inflation fait que le PEA aujourd'hui, je crois que vous perdez même, pardon, pas le PEA, le livret A, excusez-moi. Ah Vous oui, j'étais en perdez, train de me dire, ouais, attends, non, je pardon. comprends pas. Le livret A, donc vous perdez de l'argent à cause de l'inflation, grosso modo. Vous, en tout cas, les 2 ou 3% que vous rapporte un livret A ne permettent pas de gagner de l'argent. Et dès lors que vous passez, donc dans le cadre d'une assurance vie, là pour le coup, au bout de 18 ans, on est à peu près sur 12 000 balles ou plus de 10 000 €, ce qui est déjà un petit peu mieux. Donc votre placement de 20 se transforme en 30, quoi, grosso modo, dans ces eaux-là. Et par contre, en CTO, si on prend le performance de la bourse les 10 dernières années et que vous placez dans des ETF un petit peu standards que sont le MSCI World ou le S&P 500, a priori, après ça reste des projections, on n'a pas de boule de cristal, etc. Mais là, ça vous aurait un peu plus de 50 000, enfin votre enfant aura un peu plus de 50 000 € au lieu des 20 000 peut-être que vous auriez eu si vous aviez placé dans un livret A. Donc tout ça pour dire que ça vaut le coup de s'intéresser à toutes ces choses-là. Toi, Max, ça fait un moment que en 2014, tu as commencé. Nous, un peu trop tard, je pense. Enfin, il est jamais trop tard, mais dans le sens où j'aurais bien aimé être éduqué financièrement un peu plus tôt sur ces choses-là, à titre perso en tout cas. Mais qu'aujourd'hui, au travers de chaînes, notamment comme Finari, qui sont très chouettes pour comprendre les bases, on va dire, il y a des choses assez simples à implémenter et qui permettent de diversifier, de placer un petit peu ses sous et de se diversifier et de faire les choses relativement bien, je pense. Donc, renseignez-vous là-dessus et je pense que... Ouais, dis-nous, Max. Et je voulais, rajouter quelque chose par rapport à ça, surtout dans l'univers dans lequel nous on évolue avec les business web, ça évolue extrêmement vite. Et on a certains business, voilà, qui peuvent, aussi parfois flancher, assez rapidement comme, voilà, vous l'avez partagé aussi un petit peu plus tôt, en fonction aussi du risque qui est pris. Mais des fois même, on peut bien faire les choses et on peut avoir des coups durs, hein. Des fois, ça peut être par rapport à un programme d'affiliation qui disparaît pour une raison X ou Y, ou le fait qu'on ait moins de trafic depuis, notre source principale. Et c'est pour ça que c'est important de diversifier. Et tu sais qu'au moins ton argent qui est investi en bourse, voilà, il y a des gens qui vont dire que oui, ça baisse, ça fluctue et cetera. Mais la tendance globale, hein, c'est qu'on voit que ça fait, si on investit dans le S&P 500, ça fait plus 8 en moyenne, aux les 80 dernières années. Donc voilà, c'est la courbe de hausse des revenus quand on garde cet argent et quand on le réinvestit, c'est comme ça, c'est exponentiel, en fait. Ça fait comme ça. Et donc du coup, hem, 50 000 € peut se transformer en 1 million au bout de 20 ans, quoi. En effet, mais c'est toute la magie des intérêts composés. Bon, bref, on vous laissera vous renseigner là-dessus pour tous ceux qui ne sont pas nécessairement renseignés jusqu'à maintenant. En tout cas, un grand merci Max pour ta présence dans cet épisode du Wizards Podcast. Et je te laisse juste donner, avant de nous quitter, les endroits où on peut te suivre. Alors, tout ce qui est lien Twitter, etc., on mettra tout en description. Mais vers quoi est-ce qu'on peut amener les gens? Peut-être SEO Paper, quels sont les différents endroits où on peut te retrouver et les différents services que tu proposes? Ouais, alors on a, l'agence donc du coup, qui est spécialisée dans le netlinking, premium. On a aussi l'agence Web SEO. On peut faire des sites vitrines pour les professionnels. On a, également, ouais, le blog webnseo.fr, voilà, pour se former autour de l'entrepreneuriat, le business en ligne. Le compte Twitter Maximilien 912, et enfin la newsletter, qui est accessible à webnseo.net.
Voilà. Qui est très cool d'ailleurs, très complète toutes les semaines. Voilà. Donc on recommande. Merci encore Max Merci. pour ta présence dans cet Merci épisode. beaucoup. Merci à Merci vous à vous, les tous gars. qui nous avez écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, à mettre les petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Et on se dit à jeudi prochain, même heure, pour un nouvel épisode. Salut. Ciao, ciao. Salut. Ciao.